la riposte c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 4e épisode de Bouffe de la. Bonjour aux personnes qui sont nombreux et nombreuses, je vois déjà sur le chat, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en direct. Je suis Nora Bozoni, on est dans Bouffe de la sur Au Poste. Aujourd'hui, on va parler antispécisme, animaux, libération animale, émancipation animale, politique, convergence des luttes, foie gras, débat de Noël, enflammé ou non, autour d'une bûche ou d'une dinde. N'oubliez pas non plus, si vous fêtez Noël et que vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, eh bien, une solution est simple. Vous pouvez vous adonner au poste. Adonner quelqu'un d'autre. Prenez le rib de quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup finalement et peut-être adonnez-vous. Non, c'est pas légal, je n'ai jamais dit ça, vous n'avez pas entendu. Adonnez-vous, abonnez-vous, qu'on puisse continuer à proposer des vidéos, des interviews de qualité, parce que comme je le dis, l'indépendance, contrairement à la gentillesse, eh bien, ça n'est pas gratuit. J'avais envie, donc pour cet épisode de Presque Noël, d'aborder une question qui fâche tout rouge bon nombre de nos concitoyens en France, des députés aux animateurs télé en passant par les lobbies et votre beau-frère, certainement, faut-il manger les animaux ? C'est clairement une des questions un peu bingo des dîners en famille, avec le climat, l'immigration, les méchantes féministes qui cassent l'ambiance, mais aussi les véganes qui cassent l'ambiance, on en reparlera apparemment. Donc que vous soyez omnivore, végane, pescétarien, végétarienne, l'idée avec cet épisode aujourd'hui, c'est d'avoir une espèce de boîte à outils pour comprendre cette remise en question de ce qu'on appelle le dogme carniste, on l'expliquera tout à l'heure avec mes invités, d'y réfléchir et pourquoi pas de pouvoir dégainer des réponses, des chiffres, des arguments, des questions, si on vous emmerde à Noël, parce que le foie gras, merci. Mais non, merci. J'ai donc invité deux spécialistes de la question. Victor, bonjour, Victor Durand-Lepeu, qui a créé en 2021 le passionnant podcast Comme un poisson dans l'eau. Et Brigitte Gauthier, bonjour Brigitte. Bonjour. Cofondatrice de l'association de défense des animaux d'élevage L214, créée en 2008. C'est bien ça. Je préviens les spectatrices qu'on se connaît un peu, on s'est déjà parlé, tu m'as reçu dans ton podcast Victor, donc on va se dire tu, on va faire semblant comme à la télé de se dire vous, c'est un peu ridicule. Avant de vous interroger, je vais introduire le sujet dont on parle aujourd'hui avec quelques chiffres sur l'élevage en France. Attention, beaucoup de chiffres. Attention, en 2020, 145 000 exploitations en France sont consacrées à l'élevage. C'est 37% de l'ensemble des exploitations françaises, ce qui représente 143 millions de volailles de chair, 17 millions de bovins, 12 millions de porcins et 7 millions d'ovins, à peu près 180 millions d'animaux terrestres donc. Les poissons. Sans compter les poissons qui, en fait, on n'arrive même pas à les compter parce qu'ils sont comptés en tonnes. Et je crois qu'on n'a pas les estimations vraiment pour spécifiquement la France, il me semble. Mais à l'échelle de la planète, ça se compte entre 1000 et 3000 milliards par an. C'est des estimations du coup. Sans compter les crevettes. Sans compter oui, en plus. Merci. Sans compter les crevettes. Ouais. Bah, bien sûr. Chaque jour en France, c'est plus de 3 millions d'animaux qui sont abattus pour l'alimentation humaine, soit 1 milliard par an en France. Précisons également que 8 animaux abattus sur 10 sont issus d'élevage intensif. C'est un chiffre important puisqu'on en parle beaucoup quand il s'agit de parler d'élevage. On rabâche les élevages, les pâturages, les élevages à petite taille, etc. 8 animaux sur 10, c'est de l'intensif. Chaque année, on consomme en France par habitant 32 kg de porc, 28 de volaille, 26 kg de fromage et 22 kg de bœuf par personne. Cette industrie viande et lait représente à l'export 9 milliards d'euros. Et un dernier chiffre, l'élevage au niveau mondial, c'est 258 animaux tués par an et par habitant. Oh, il y a déjà des commentaires trop sympas. Bonsoir tout le monde, deux super invités. Eh bien, écoutez, on est ravis. Bonsoir les humains, nous dit-on. Bonsoir les animaux humains, effectivement. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la définition d'un terme qui justifie notre consommation d'animaux, donc la base aussi du dogme carniste, c'est le spécisme. Qu'est-ce que c'est le spécisme, Victor, et donc qu'est-ce que c'est que l'antispécisme ? Déjà, merci, parce qu'en général, on pose la question à l'inverse. On demande qu'est-ce que l'antispécisme ou qui sont les antispécistes, et en fait, c'est assez rare. À chaque fois, il faut redire, en fait, c'est l'opposition au spécisme et remonter à ce que c'est. Et du coup, pour faire hyper simple, le spécisme, c'est l'oppression des animaux par les humains.
Ça, c'est la vraiment définition courte pour que tout le monde comprenne. Et avec le titre, on sait de quoi il est question de toute façon. Et version un peu plus développée, mais en fait, il y a plein de définitions différentes. Mais on pourrait dire que c'est le système social qui organise l'anéantissement en fait, des animaux, l'appropriation totale de leur corps, leur transformation, enfin leur réduction en objets et en nourriture pour les humains. Et donc l'antispécisme, qu'est-ce que c'est ? C'est justement le fait de s'attaquer à un système, d'essayer de changer les représentations, de changer la culture et de combattre pied à pied les manifestations du spécisme. Tu as rappelé les chiffres qui sont juste hallucinants. Et là, on ne parle que d'élevage, mais il y a aussi d'autres utilisations des animaux qui sont dignes de torture ou de choses comme ça, quand on a des animaux dans les labos. Les animaux clowns aussi, les vêtements, etc. le cuir, la laine, etc. Voilà, en fait, l'appropriation de l'ensemble des autres animaux, elle est institutionnalisée. C'est-à-dire que pour la remettre en question, en fait, on est obligé de sortir de se mettre à contre-courant. Voilà. Et l'antispécisme, c'est ça, c'est être à contre-courant d'une norme qui est là, qui existe. Et c'est péter la norme, quoi. Et c'est renverser une culture qui est dommageable pour les autres animaux, mais qui en fait est aussi dommageable pour nous, quoi. Ce que tu permets de faire sur les animaux, ça t'entraîne aussi à d'autres discriminations, puisque celle-là, elle est pas justifiée du tout. Le critère pertinent, ce serait la sentience, c'est-à-dire la capacité... C'est ma question suivante. Alors, c'est quoi la sentience ? Je ne sais pas le dire. Victor. Tu veux que j'en La sentience. La sentience, c'est la capacité d'éprouver les choses, en fait, d'avoir une vie subjective, et en particulier d'avoir des expériences positives, donc des joies, du bonheur, et des souffrances, donc des expériences plutôt négatives. Mais alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, on continue de pouvoir refuser, nier que les animaux soient sentients, en fait ? J'ai un peu du mal à comprendre, parce qu'en fait, quand on a un chien ou un chat, on voit bien quand notre chat est malheureux, quand il souffre, on voit bien quand un chat a envie de jouer, quand un chat a envie d'avoir un câlin et qui ronronne. Comment est-ce qu'on peut nier encore la sentience des animaux aujourd'hui ? Heureusement, en général, maintenant, on la nie plus pour les animaux de compagnie, mais on revient de loin. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait encore les chiens, c'est juste une machine, on peut taper dedans, ça crie, mais ça ressent rien, c'est comme un robot, en fait, ou c'est comme une horloge. C'est ce que disait Descartes, les animaux sont des horloges. Oui, c'est vraiment, la machine. Donc, en fait, c'est pas... Disons qu'il y a une meilleure considération de la sentience des animaux, que ça s'élargit, mais que souvent on l'élargit très progressivement et seulement à quelques animaux. Et en fait, on en laisse toujours à la porte. Et typiquement, là, je pense que c'est un peu plus consensuel et les gens se posent moins la question parce que, comme tu dis, c'est hyper évident en fait que si on les voit souffrir, les animaux, on voit qu'ils crient, on voit qu'ils ont des émotions, on voit qu'ils sont en train d'être torturés et que c'est horrible ce qui se passe et on peut s'identifier et avoir de l'empathie. En général, quand on voit les vidéos de 214, ça saute aux yeux en fait, c'est affreux. Mais ça nous saute moins aux yeux pour d'autres animaux qui peut-être sont plus éloignés de nous. Typiquement pour les poissons, on a beaucoup plus de mal à éprouver de l'empathie. Pour un poisson, on ne les entend pas crier. Je continue à manger des poissons, j'ai encore du mal à... Il y a plein de gens qui sont comme toi, qui ont plus de mal à disons, étendre leur empathie à ces animaux qui nous sont très éloignés, qui ne vivent pas dans nos milieux. Moi, ce n'était pas anodin. Quand j'ai appelé mon podcast Comme un poisson dans l'eau, c'est parce que je savais que justement, moi, j'avais travaillé sur la sentience des poissons pour mon mémoire de master, et j'étais assez sûr de voir l'état du consensus scientifique. C'était vachement clair, en fait, maintenant que les poissons sont effectivement sentients. Ils ont une vie subjective et ils peuvent ressentir la douleur en particulier. Mais c'était pas celui du grand public encore, et puis ça donnait l'impression que c'est encore un débat, qu'on n'est vraiment pas sûr. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de la sentience, mais là maintenant c'était assez sûr pour les poissons, et du coup j'ai voulu dire, on n'oublie jamais les animaux aquatiques, c'est important de penser à eux aussi. Moi j'ai vraiment l'impression que, quelque part, le fait de considérer que les animaux sont des êtres sensibles, ça fait longtemps, on le sait. Je vais encore... avancer sur les questions. Non, pardon, mais on le sait aujourd'hui, c'est pas le problème de leur reconnaître qu'ils sont sensibles ou qu'ils le sont pas. C'est des arguments de mauvaise foi de dire qu'une vache ne ressent rien ou quoi. Et si nos vidéos choquent, effectivement, l'abattoir d'Alès qui a fait la bascule pour L214 entre une association de défense des animaux et L214 après. Donc c'était des images qui sortaient d'un abattoir où on voyait se faire tuer des vaches, des veaux, des cochons. Et c'était peut-être la première fois que les images étaient autant médiatisées. Et en fait, les gens, ils ne savent pas les normes qui se passent dans les abattoirs. Ils ne savent pas si ce qu'ils ont sous les yeux, c'est légal ou c'est pas légal. Ce qui a touché les gens, c'est ces animaux qui cherchent à s'échapper, qui cherchent
par tous les moyens à sauter par-dessus les box d'immobilisation. C'est leurs regards qui sont remplis de terreur. Voilà. Et en fait, pour le coup, c'est l'empathie, c'est le fait de se dire, waouh, dans la même position, mais oui, mais moi aussi, je suis rempli de terreur. Je perçois très bien que ça va être douloureux. Et puis tous les autres qui sont suspendus. Enfin, il n'y a pas photo là-dessus. Et d'ailleurs, c'est depuis 1976 que les animaux sont des êtres sensibles dans le code rural, puis en 2015 dans le code civil, dans le code pénal, les actes de cruauté aussi. C'est parce que les animaux sont sensibles. On reviendra d'ailleurs sur une phrase tout à l'heure que je voudrais commenter qui est dans la loi, qui est quand même très ambivalente. Enfin, pas ambivalente, mais pour le coup qui justifie beaucoup de choses. Mais on en parlera après. La loi, elle dit c'est interdit. Par exemple, les animaux doivent être dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de l'espèce. Et puis après, je te détaille la taille des cages. Donc, il est complètement... mais n'empêche qu'il reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. Et on va même plus loin aujourd'hui avec la conscience, avec la déclaration de Cambridge en 2012 et celle de New York en 2024, où là, on passe encore un stade au-dessus, quoi. C'est pas juste ils ressentent, c'est ils sont conscients. Et donc là, tu as rappelé les chiffres, 8 animaux sur 10 en élevage intensif. Mais quel enfer! Et l'ANSES aussi, dans sa définition, dit que le bien-être des animaux doit être au regard du bien-être physique, mais aussi du bien-être psychique. Donc vraiment, c'est pas là que ça achoppe. Mais toutes ces découvertes, j'ai envie de mettre entre guillemets, puisque le bon sens paysan, bien sûr qu'on sait que les animaux sont des êtres sensibles, depuis belle lurette. Et même Descartes et ses conneries, voilà, les gens savaient très bien. Y croyaient-ils vraiment? Non, voilà. Quelqu'un qui habite avec un animal, tu l'as rappelé tout à l'heure, tu sais très bien quand ton chat est du mauvais côté de la fenêtre. Vraiment, c'est juste flagrant. Et donc, la question n'est pas là. La question est, on a des études scientifiques qui de plus en plus verrouillent le fait que les animaux sont des êtres sensibles. Et pourtant, ça ne change rien dans le droit. Qu'est-ce qui bloque ? Y aurait-il une industrie surpuissante ? Eh bien, nous en parlerons, cette question mystérieuse. Je voulais aussi qu'on revienne sur un terme. On a parlé donc spécisme, antispécisme, sentience, et il y a aussi le mot animalisme, animaliste. On a notamment le parti animaliste, et on a ce mot qui revient de plus en plus souvent, j'ai l'impression, notamment quand il y a des élections, quand on doit voter, quand il y a des campagnes, et des militants qui se disent, et militantes aussi, animalistes. C'est quoi la différence, Victor ? Animalisme, antispécisme ? Je dirais qu'animalisme, c'est plus large. En fait, ça englobe l'antispécisme, qui est un peu une des façons de se considérer comme animaliste, mais qui va peut-être plus loin ou qui est plus radical, qui va plus à la racine d'identifier tout le système global qui hiérarchise en fait les humains et qui a servi les autres animaux. Alors qu'animaliste, si on fait des choses pour ces chiens et ces chats, si on fait en sorte de les aider, mais qu'on ne change rien à toutes ces autres pratiques, par exemple, on est animaliste dans une certaine mesure, mais on ne l'est pas sur d'autres aspects. En tout cas, on n'est pas antispéciste parce qu'on ne remet pas en cause la hiérarchisation, les distinctions arbitraires entre les animaux sur la base de leur espèce ou certains de leurs mauvais traitements. Donc voilà, c'est un exemple de si on critique ou on dénonce un certain type d'exploitation, par exemple, des animaux, mais pas le système global qui les a servis dans le monde entier et qui met tout le temps les humains au-dessus et qui néglige systématiquement les intérêts des autres animaux, on peut être animaliste sans être spécifiquement antispéciste. Il y aurait un manque d'intersectionnalité un peu peut-être, justement ? Il peut y avoir ça. Moi, je pense que je suis un peu d'accord avec ce que tu suggères, c'est-à-dire que quand on parle de spécisme et d'antispécisme, on en parle souvent comme une oppression, et du coup, on en vient beaucoup plus vite à faire des liens finalement avec d'autres systèmes d'oppression. Et puis en fait, dès qu'on gratte, on voit que c'est super lié, qu'il y a une co-construction historique entre les différents systèmes de domination. On y reviendra, mais effectivement, je pense qu'on arrive plus rapidement à cette grille d'analyse-là intersectionnelle ou de compréhension croisée des luttes, disons, quand on parle spécifiquement de spécisme, alors que peut-être certaines fois, dans l'animalisme, disons qu'il y en a plus des versions qui sont moins politisées ou moins à gauche ou moins intersectionnelles. J'allais te demander, en fait, le mot animalisme, il me semble quand même un peu moins polémique, peut-être un peu plus consensuel, peut-être un peu moins terrifiant, un peu moins... Voilà, peut-être un peu plus... Il met peut-être plus les gens d'accord que antispéciste, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Il se met moins dans l'opposition. On est plutôt pour les animaux et pas contre un système, en fait. C'est ce qui me semble avec ce mot, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne m'étais pas forcément posé la question, mais effectivement, j'ai l'impression de quelque chose, alors paradoxalement, d'un peu moins politisé.
alors que c'est le parti animaliste. Mais, Oui, mais voilà, on a le sentiment que c'est peut-être un petit peu moins politisé, enfin politique au sens général du terme, c'est-à-dire l'organisation de notre société et justement le fait de remettre en cause un certain nombre de pratiques qui nuisent à d'autres, quoi. Est-ce que tous les antispécistes sont d'accord entre elles et entre eux? Ou est-ce qu'il y a des courants? Déjà, pas nous, on plus n'est pas que dans d'accord, n'importe quel enfin, autre mouvement social, en fait. On est plusieurs. À partir du moment où il y a 2-3 À partir où personnes on est dans un deux. mouvement, en général, il y a des désaccords. Ça arrive C'est quoi assez les vite. points d'achoppement, justement, les désaccords qu'il peut y avoir entre des personnes ou des organisations antispécistes? Parce que c'est vrai que quand on parle de Oula. féminisme, on sait qu'il y a des féminismes. Évidemment, il y a des féministes, bon, on va pas donner de nom, peut-être pas, mais bon, blanches bourgeoises, et il y a des féministes plus intersectionnels, il y a des féministes qui se battent pour des droits pour tous, effectivement, qui vont se battre contre le validisme, contre l'homophobie, l'LGBTQ-phobie, qui vont se battre contre le patriarcat, le capitalisme, les oppressions, quelles qu'elles soient. Et on se dit antispéciste, bon, on se dit peut-être que c'est plus uniforme, on se bat pour l'émancipation animale, pour la libération animale, donc on a peut-être du mal à voir qu'il y a différents courants. Alors oui, il y a différents courants, et il y a différents courants, je dirais, peut-être sur la vision à long terme en particulier, avec certains courants qui disent il faut plus que les humains et les autres animaux aient de relations, grosso modo, c'est par le vide. Donc même contre la domestication animale, voilà, quelle qu'elle soit, par exemple. C'est même pas domestication, c'est-à-dire, on va avoir chacun nos zones, quoi. Enfin, c'est comme si dans le milieu féministe, on disait, faut les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, comme ça, on est tranquille. Bon. Et il y en a d'autres qui disent, on peut avoir une vision avec des échanges en bonne intelligence, considérer les intérêts, justement, prendre en considération les intérêts de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Et après, il y a des différences, surtout, j'ai l'impression, sur les stratégies. Oui. Où là, on va avoir vraiment des très grandes, vraiment des très grandes différences, je pense, dans la façon même dans le positionnement par rapport aux personnes qui ne se revendiquent pas antispécistes, avec parfois des positions très très différentes. Est-ce que vous considérez que les personnes qui ne sont pas antispécistes sont vos ennemis, ou est-ce que c'est des personnes à convaincre, est-ce que c'est des adversaires? Enfin, c'est pas du tout le même positionnement que vous allez faire. Après, je pense qu'on se rejoint sur, j'ai envie de dire, le plus important, vraiment sur le fait que les discriminations dont sont victimes les autres animaux sont absolument injustes, intolérables et doivent disparaître. Et ça fait un socle commun qui est vraiment très important. Victor, tu voulais rajouter quelque chose sur les... Oui, non, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que les dissensions stratégiques, moi, c'est un des points sur lesquels j'ai le moins de certitude. J'ai l'impression que c'est difficile de savoir comment changer le monde, effectivement, et comment obtenir des victoires. Et puis, on galère un peu à en obtenir pour les animaux. C'est compliqué, quoi. Il y a blocage sur blocage. Je pense qu'on va en parler aussi, mais c'est pas facile. Il faut les arracher, vraiment, la moindre petite victoire et la moindre petite avancée. Et du coup, je pense que ça accentue peut-être encore plus cet aspect de... on se focalise un peu sur qu'est-ce qui concrètement va nous obtenir des avancées, quelles sont les meilleures choses à faire. Et ça, moi j'ai peu de certitude, mais il y a eu des débats, me semble-t-il, au sein de l'antispécisme sur comment faire, plutôt réformisme, plutôt action directe. Les modes d'action, en fait, c'est voilà, ça qui c'est un peu focalisé sur ça notamment. Oui, et puis qu'est-ce que tu vas chercher comme, justement, qu'est-ce que tu vas chercher comme petite avancée, comme petite victoire voilà, mais après, je pense que personne n'a la recette. Si quelqu'un avait la recette et ne l'appliquait pas, ce serait quand même dommage. Ouais. Non, tous et toutes, on est en train de chercher comment on peut avancer sur ce sujet. Et force est de constater que on est plutôt en échec aujourd'hui. On arrache des toutes petites victoires. C'est vider l'océan à la petite cuillère, quoi. Il reste encore plein d'eau pour les poissons. C'est ça, et puis beaucoup de poissons pour l'eau. Il y a Vambok qui nous dit quand même, qui signale que donc, des gens nous suivent sur Twitch en direct. Pas merci pour la pub Fleury Michon. Donc il y a eu un ciblage pub incroyable. Fleury Michon qui nous écoute et on les embrasse pas, du coup. Alors je vais revenir, on parlait de la loi et quelqu'un posait la question du code pénal, du coup. Eh bien ça tombe bien, c'est une question que j'avais. Ce que je trouve intéressant dans l'antispécisme, vraiment, qu'on soit antispéciste ou qu'on s'y intéresse ou qu'on se pose la question ou qu'on écoute cette émission, c'est que ça pointe du doigt deux choses. D'abord, c'est le caractère arbitraire de la hiérarchie qui justifie l'exploitation des animaux. Et ensuite, c'est la question de l'éthique et de la morale. Par exemple,
dans le droit français, donc on est dans l'article 521-1 et R 655-1 du Code pénal, je cite mes sources, le droit français condamne, je cite, le fait sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Donc on a quand même ces deux mots, sans nécessité. Donc si c'est pas nécessaire de donner volontairement la mort à un animal, quel qu'il soit, si c'est pas nécessaire, c'est condamnable. Si c'est nécessaire, mais du coup on n'a pas la définition de ce qui est nécessaire. On peut se la poser, quoi. Et est-ce que manger des animaux ou des produits d'origine animale, c'est nécessaire ? Non. Donc cet article devrait s'appliquer, les abattoirs devraient fermer, terminé. Mais c'est intéressant de se dire qu'il n'y a même pas besoin, tant le dogme carniste est fort, et tant en fait on estime nécessaire, par principe, que c'est ok de se nourrir d'animaux, au point de ne pas préciser ce que ça veut dire une nécessité en fait. C'est assez dingue de se dire qu'on en est au point de même pas devoir le définir. Et que c'est acquis finalement et qu'il n'y a aucune remise en question, le code pénal le dit. Et c'est toujours ça avec le spécisme, ça s'appuie tout le temps sur des présupposés qu'on n'éclaircit pas, parce que dès qu'on les éclaircit, on se rend compte que c'est faux. Mais en fait, ça s'appuie toujours sur ces fausses évidences. Typiquement, la question de la nécessité, l'alimentation, c'est toujours, l'alimentation spécifiquement carniste, c'est-à-dire la consommation du corps des animaux et de leurs produits, c'est toujours envoyé à l'ordre de la nécessité, du naturel, c'est comme ça et on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est faux, on le sait par 1000 raisons différentes et par 1000 rapports de l'ANSES, de l'EFSA, je sais plus, l'OMS, enfin tout nous dit, en fait, les rapports s'accumulent pour nous dire qu'on peut très bien vivre en bonne santé sans avoir à consommer d'autres animaux, sans avoir à dépendre de leur chair, en fait, et de leurs produits. Et pourtant, ça reste hyper ancré socialement, cette idée reçue que ça relève de la nécessité. Jusque dans la loi. Ouais. Dans le chat, Guy Mousse demande si vous avez la réponse. Y a-t-il eu des reculs de la loi concernant la défense des animaux récemment ? Par exemple, empêcher la défiscalisation des dons pour les gens condamnés. Je ne sais plus ce qui s'est passé, si c'est passé ou pas finalement. Alors, c'est pas passé. Ouais, ça je crois qu'on en reparlera après. Voilà, mais tu peux nous on dire en déjà. reparlera après. Est-ce qu'il y a des reculs ? La défense des animaux ? Si on parle des organisations, des associations, et ça dépend ce qu'on entend par récemment, mais en tout cas, nous, on voit 3 pans de menaces en ce qui concerne les activités qu'on a. On a donc la cellule Déméter. Ça reviendra après. Peut-être ça on va le garder après. On va le garder pour après. Du coup, ça va avec les reculs dans la loi. Mais en tout cas, c'est pas passé, je développerai tout à l'heure. Ouais, on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Et quelqu'un demande... Donc, sur la gauche, on en parle aussi dans l'émission. Donc, réplique éthique, restez, on en parle aussi. Du progressisme, etc., de la justice sociale. Guy Mousse demande aussi comment lutter contre la réactance quand on aborde le sujet du véganisme. Qu'est-ce que Déjà, je ne connais pas ce mot, pardon. La réactance, je ne sais pas ce que c'est. C'est la manière de réagir ? En fait, la réactance, c'est un phénomène psychologique qui fait que ça nous met mal à l'aise quand on soulève une question et qu'en fait, on va tout de suite... je pense que, ça tombe très bien parce qu'en fait, on va parler... Du coup, je finis juste de... Spontanément, il y a plein de choses qui vont venir nous venir en tête et typiquement des raisons ou des justifications pour essayer d'échapper justement à ce à quoi on est confronté. Et donc, typiquement, souvent, les objections carnistes qu'on entend sont souvent liées à ce phénomène de réactance qui est que si on mange des animaux et que pourtant on les considère bien, on se considère comme... Enfin, il y a peu de personnes quand même qui se diraient de but en blanc, moi je m'en fiche des animaux. La plupart des personnes ont envie qu'il y ait des progrès pour les animaux, qu'on les maltraite pas. Et du coup, ça crée de la tension en fait en nous quand on nous met face à nos contradictions dans nos pratiques. Et du coup, souvent, ça mène à de la réactance, c'est-à-dire cette espèce de réaction comme ça. Et c'est même moi, j'ajouterais une dimension, c'est que la réactance s'installe en fait. C'est une réaction très forte qui ensuite t'éloigne encore un petit peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on t'aborde le sujet, pouf, t'as déjà fait ton mur, quoi. Voilà. Donc ça s'appuie sur ta question suivante. Je vois que le chat n'est pas trop en réactance. Non, le chat n'est pas trop en réactance, c'est très bien. Et merci beaucoup parce qu'il y a non, mais c'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Pour le coup, moi, j'ai encore jamais eu
de réactance, justement, super. depuis 4 émissions. On va parler Florence, bienvenue Florence. On peut conseiller aux personnes qui nous suivent d'aller chaudement recommandé. voir les travaux de Florence Dellery, qui Oui. est excellent, vraiment, c'est excellent. Notamment sur ce qu'elle son fait. site Questions Animalistes, on retrouve tout son travail. Qui Tout est à vraiment fait. excellent. Donc merci d'être là. Merci. Alors on parlera effectivement de suprémacisme et des autres dominations dans l'émission. Donc reste là aussi, Florence. Donc justement, on va parler de la dissonance cognitive. Ça tombe très très bien. Donc ça me fait penser, je disais, on a d'un côté la hiérarchie arbitraire qui justifie l'exploitation, et puis aussi la question éthique morale, donc avec le code pénal, avec cette réactance justement. C'est quoi la dissonance cognitive ? Parce que on mobilise beaucoup cette expression quand on parle justement d'antispécisme, et surtout quand on regarde les vidéos sordides de L214 et qu'après on se fait un steak. Si je peux me permettre, c'est un peu le truc, moi quand j'ai des amis avec qui j'en parle qui eux mangent de la viande, mangent les animaux, et que je leur dis mais attends, tu t'as relayé la vidéo que j'ai postée et t'as mangé un burger, quoi. Tu m'expliques que... Ouais, tu sais, c'est ma dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive ? Je sens ma carte, dissonance cognitive, désolé, désolé. Est-ce que l'un de vous peut le définir En fait, le phénomène de dissonance cognitive, c'est justement l'inconfort psychologique qui est créé quand il y a une incohérence, soit entre plusieurs de nos croyances. Donc typiquement, on n'a pas envie de faire du mal aux animaux, mais les humains sont supérieurs et peuvent les manger. Ça rentre pas très bien en cohérence. Ou alors entre une croyance ou un ensemble de croyances et nos comportements. Donc typiquement, plutôt une intuition égalitaire qu'on partage, qu'on n'a pas de bonne raison de justifier l'asservissement total des autres animaux, mais on les mange et on se fait son bon steak saignant miam miam, c'est super bon. Donc ça nous crée en fait ce phénomène de dissonance qui est ce truc très inconfortable qu'on va chercher à résoudre. Et en fait, il y a un peu de deux façons de le résoudre. Soit on met en cohérence ses croyances et puis on laisse tomber celle qui est la moins justifiée. Soit quand c'est avec un comportement, on change le comportement. Donc par exemple, on devient vegan et là, il y aura moins de dissonance. Enfin, ça résout la dissonance. Et malheureusement, le plus souvent, les études en psychologie sociale ont montré qu'on résout la dissonance de l'autre, d'une autre façon. En fait, à l'inverse, on va plutôt chercher à créer des nouvelles croyances qui viennent justifier nos comportements. Parce que c'est plus facile en fait. Enfin, on s'invente plus facilement des croyances que de changer tous ces comportements. Et donc on va aller à la facilité le plus souvent et se dire, c'est là qu'émergent en fait toutes les justifications de les humains sont supérieurs, les animaux souffrent pas, les animaux comptent pas, c'est pas si grave, c'est naturel. Enfin on pourrait faire la liste infinie de toutes les croyances qu'on se crée et qui sont véhiculées en fait socialement pour venir atténuer cette dissonance sans changer nos comportements. Est-ce que justement on parle des vidéos, quelqu'un nous dit ce qui n'est pas sordide, c'est pas les vidéos, mais c'est ce que vivent les animaux non humains. Oui, je suis d'accord, mais on peut quand même dire que les vidéos sont sordides aussi. Elles sont sordides parce qu'elles montrent la condition, la cruauté sur ces animaux-là. Avec L214, justement, je ne prenais pas l'exemple pour rien des gens qui vont regarder la vidéo, la partager, dire c'est horrible, mais enfin c'est inhumain avoir ce mot-là, c'est inhumain de traiter les animaux comme ça, mais qui pourtant, le soir venu, vous mangez une entrecôte et du jambon, quoi. Alors on peut venir aussi, il y a la question de la dissonance cognitive, mais cette dissonance cognitive, elle est aussi résolue surtout par notre environnement, notre environnement alimentaire. Quand vous êtes en supermarché, l'offre au restaurant contient des animaux, enfin voilà, une carte de restaurant, vous avez quelques options végétariennes, de temps en temps véganes, mais vraiment c'est vraiment très limité, donc la normalité, enfin le standard, c'est de manger les animaux. Toutes les publicités, etc. Moi, je suis intervenue encore la semaine dernière sur la question du foie gras, encadrée par 2 pubs pour le foie gras. Enfin, voilà, c'est en ce moment, voilà, si tu n'as pas vu de pub pour le foie gras, c'est vraiment que tu as déconnecté tous tes appareils. Il y a la question économique. Qu'est-ce qui est favorisé comme aliment ? La viande a beaucoup, l'industrie de la viande a beaucoup de subsides, y compris promotion des produits, etc. Et puis, il y a nos connaissances, effectivement, qui sont parfois limitées, biaisées. Voilà, enfin, et on a des médecins qu'on appelle docteurs saucisses, parce qu'ils interviennent systématiquement pour défendre l'industrie de la viande. On sait que si eux sont invités et s'ils interviennent, ça va être en faveur de la viande ou dans l'esprit de la fabrique du doute. Voilà, c'est pas qu'ils vont se mettre vraiment contre, mais ils vont laisser entendre que c'est pas si clair que ça. Oui, pour flinguer la crédibilité des intervenants autres. Bon, d'ailleurs, toi et moi, on était sur France Inter cet été. Et on a pu voir à l'œuvre ce que tu décris. On était toutes les, d'ailleurs, en plus c'était très genré. On était 2 femmes cis, 2 hommes cis en face. Il y avait un boucher MOF, donc meilleur ouvrier de France, et il y avait... Tu as retenu. Oui, bien sûr, il a pas de le répéter. Et il y avait, je n'ai plus son nom.
C'était le président d'Interbev. Voilà, donc un chef d'entreprise, viande, Bretagne, lobby viandard, donc interprofessionnel de la viande Interbev, qui est le lobby de la viande en France. Et on a vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter, donc c'est le débat de midi, ça tournait autour de l'appellation des steaks, les steaks véganes, les steaks de soja, les boulettes de soja haut de 7 ans. Ça les met vraiment en PLS. Ah ouais, et c'est vrai qu'on s'est un peu serré la main avec Brigitte après, je dois l'admettre. On s'est dit, on les a un petit peu atomisés, c'était quand même ça. Mais c'est vrai que c'est là qu'on a vu la remise, déjà la décrédibilisation qu'ils ont essayé de nous faire porter en ricanant, en n'ayant aucun chiffre et en invoquant justement des docteurs saucisses. Et c'était assez drôle de voir qu'ils n'avaient aucun argument qui pouvait être crédible pour éviter d'appeler un steak de soja un steak de soja. Donc tout ce que tu décrivais sur, donc on parlait de dissonance cognitive, on parlait donc personne ne peut refuser aux animaux de souffrir, d'avoir peur, de ressentir aussi de l'amour, de la joie, etc., du chagrin. Tu parlais de l'environnement aussi, de l'offre disponible en supermarché, on parle aussi des croyances. Est-ce que c'est tout ça qui empêche les gens qui pourtant voient des animaux souffrir, notamment dans les vidéos que vous publiez, mais qui, en fait, il y a la rhétorique et la pratique, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, c'est vrai, ok, j'admets, là, cette vache, c'est horrible ce qu'on lui fait, ce cochon, c'est inhumain, c'est affreux, il souffre. Pourtant, j'arrive pas à arrêter de manger de la viande. C'est tout ça ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a l'hédonisme aussi qui joue ? Le plaisir. On entend souvent, ouais, mais la viande, c'est bon. Hein. Oui, mais ça fait partie, quelque part, justement, de l'environnement alimentaire et des croyances qui sont amenées. En fait, la viande, elle est totalement contre les valeurs de la plupart des gens, quoi. Enfin, vraiment, Et les croyances vont à l'encontre de nos valeurs. Généralement, justement, pour essayer d'ancrer des systèmes qui sont des systèmes qui produisent des effets terribles. Mais c'est toujours ce truc-là. Donc, oui, pas plus, pas moins, quoi. Enfin, ça rentre dans ce système qui est autour de nous où... En fait, il y a beaucoup de légendes autour de la liberté alimentaire. Voilà, les véganes, les antispécistes, ils voudraient nous priver de liberté alimentaire. En réalité, c'est aujourd'hui que nous sommes privés de notre liberté alimentaire, puisque dans notre environnement alimentaire, tout est fait pour que la position standard, la position facile, c'est de manger de la viande, souvent issue d'élevage intensif, ce qui est vraiment à l'opposé de tout le monde, hein, qui disent on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Tout le monde est d'accord là-dessus, grosso modo. Hein. Mais pourtant, c'est entretenu. Alors, c'est entretenu par des industriels qui ont tout intérêt à ça. Hein. Quand vous écoutez les prises de parole de Jean-Paul Bigard, qui est président de Bigard Socopa-Charal, devant la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs, il dit bien que lui, dans les pubs, aujourd'hui, ils ont bien conscience qu'il ne faut pas qu'il y ait un lien entre l'animal et la viande. Il faut essayer de défaire le plus possible. La mort, et d'ailleurs, et la mort, au fond. Et on le voit bien aujourd'hui. La viande rouge, donc celle des animaux, des vaches, etc., est en train de baisser tout doucement. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une baisse. Par contre, la viande des petits animaux, elle augmente. Elle augmente. Pourquoi ? C'est sous forme de nuggets, c'est des cordons bleus. Enfin, les animaux sont moins identifiés, moins identifiables. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, les gens disent « Moi, je mange beaucoup moins de viande ». Les statistiques, non. Elles restent très élevées, mais parce qu'elles montent sur notamment pour les poulets. Oui, on mange beaucoup plus de volaille. On mange moins de viande rouge, mais plus de volaille. Mais plus de volaille, mais les gens n'ont pas l'impression de manger de la volaille. Ils mangent des nuggets, ils mangent tout un tas de trucs transformés, et ils identifient même plus qu'ils sont en train de manger des animaux. C'est intéressant ce que tu dis aussi parce que on a assez peu de statistiques fiables sur le nombre de véganes ou de végétariennes en France. C'est entre 1 et 5%, entre 1 et 4% a priori, donc avec toujours 3 fois plus de femmes que d'hommes. Et quand on demande en France aux gens, êtes-vous végétarien déjà, végétarien, beaucoup de gens vont répondre oui. Et la question suivante, c'est, avez-vous consommé des animaux ? Et souvent, la réponse est oui. Ah attendez, vous n'êtes pas végétarien. Et souvent, c'est du poisson. Dans les sondages que moi j'ai pu voir, dans les enquêtes, en fait, les gens déclarent, oui, dans les 3 derniers mois, j'ai bien sûr j'ai mangé du poisson. Mais vous n'êtes pas végétarien. Si, mais c'est du poisson. Donc ça me fait penser à ce que tu dis par rapport à la déshumanisation et puis l'absence de la mort, finalement, dans certains
ce qu'on appelle des produits qui sont des animaux, donc des nuggets, des filets de volaille, un burger où on voit quasiment même plus la viande qu'il y a dedans si on prend un filet au fish ou si on prend un McChicken. Pourquoi les gens se disent végétariens en mangeant du poisson? C'est quand même intéressant cet écart, parce que ça veut dire que les gens voudraient dans le déclaratif, ils voudraient être plus végétariens ou véganes qu'ils le sont réellement dans leur pratique. Ça montre quand même une forme d'aspiration à une société plus juste envers les autres animaux, mais une difficulté à le mettre réellement en pratique dans sa vie, notamment en étant végane ou en l'incarnant totalement, quoi. Et je pense qu'il y a 1000 choses en fait qui expliquent ça. Tu disais l'hédonisme, mais en fait il y a tellement de facteurs et qui ne sont pas que de l'ordre de la psychologie. Là, on a posé la question de la dissonance cognitive, mais tu as bien fait d'élargir tout de suite, Brigitte, en disant en fait c'est pas que ça, c'est pas que dans notre tête que ça se passe. Et typiquement le genre de croyances qui viennent réduire la dissonance, elles viennent pas de nulle part en fait, parce que tout le monde a les mêmes et tout le monde a la même formulation souvent. En fait, c'est pas anodin. C'est des idées qui traînent en fait. C'est des idées qui sont produites et qui circulent dans la société et qu'on s'échange en permanence. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est de l'idéologie, du coup. Quand on a des idées qu'on peut attraper comme ça et qui nous servent de justification, qu'on peut brandir très facilement, c'est que c'est une idéologie qui est hyper structurante. Et en fait, ça a un nom, ça s'appelle le carnisme. C'est justement cette idéologie-là qui justifie et normalise la consommation des autres animaux, leur exploitation plus largement. Et ça a été... c'est un terme qui a été paradoxalement en fait, créé par une psychologue, mais en fait qui justement voulait montrer tout l'aspect social des croyances qu'on a. C'est Mélanie Joy qui en 2001, il me semble, a créé ce terme de carnisme pour expliquer justement, c'est le pendant du véganisme en fait, parce qu'on renvoyait toujours le véganisme à l'idéologie en disant c'est vous qui avez des croyances un peu bizarres et tout, puis manger des animaux c'est pas une idéologie, c'est juste normal. Bon ça permet comme l'hétérosexualité quoi. C'était bien qu'on ait un terme quand même pour définir ce qui est effectivement majoritaire, ce qui est la norme sociale. Et c'est la même chose pour le carnisme. Oui, en fait, tout le monde adhère à l'idéologie carniste, mais elle sort pas de nulle part. Elle est produite et il y a tout un ensemble de caractéristiques. En fait, on parle des 4 N du carnisme. Okay. Donc en fait, c'est l'idéologie selon laquelle manger des animaux c'est normal, c'est naturel. C'est nécessaire. Donc c'est déjà des choses qu'on a parlé en 20 minutes d'émission, enfin un peu plus, mais ça vient très vite en fait, mais parce que justement ça revient tout le temps. Et le 4e qui a été ajouté ensuite, c'est nice. Donc c'est un peu ce que tu parlais justement de cette construction d'un hédonisme autour de la consommation de la viande, de la chair des autres animaux. Et ça faut voir que en fait c'est une certaine conception du bonheur ou de la joie en fait. C'est pas anodin en fait. Enfin ça sort pas de nulle part. On pourrait très bien construire d'autres façons d'être heureux, d'avoir du plaisir, de profiter pleinement de nos vies sans que ça ait à dépendre de l'asservissement d'autres individus et d'un nombre gigantesque d'individus. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler que la conception du bonheur qui nous est souvent brandie en disant nous c'est notre plaisir, faut pas remettre ça en cause, on a toujours fait comme ça et ça nous tient à cœur. En fait, ok, mais faut voir que c'est une certaine conception qui est construite socialement et qui pourrait être autrement. On pourrait construire des façons d'être heureux chez les humains sans avoir à perpétuer ce système affreux qui anéantit en fait les autres animaux. Enfin, c'est vraiment qui les annihile. On en a parlé aussi dans l'épisode précédent sur l'alcool, le problème d'alcool en France, justement avec l'alcool festif, l'alcool joyeux, laissez-nous boire. Et je rappelais effectivement le rôle de l'alcool dans les féminicides, les violences intrafamiliales, les accidents de la route, etc. Et puis aussi le coût social que ça représente. Là, il y a un coût social aussi, et puis il y a un coût pour les autres individus, vous l'évoquiez depuis le début. Tu voulais ajouter un truc, Brigitte, à ce que Victor venait de dire ? Je crois avoir retenu que Épicure, connu pour sa gaieté, bon vivant, son amour, son bon vivre, c'était végétarien. Et ben voilà. Voilà. On peut arrêter l'émission maintenant. Terminé, c'est plié. Depuis la Grèce antique, c'était plié cette histoire. Ils ont loupé quelque chose à ce moment-là. Ouais, ils n'ont pas réussi à maintenir le... Raté. Donc on voit... Ils ont propulsé des idées philosophiques qu'on se traîne encore, mais celle-là, elle n'a pas gardé. Elle n'a pas bougé. Donc on voit bien que la remise en question du dogme carniste, on n'est quand même pas très avancé aujourd'hui. Malgré, donc, on en parlait des recommandations qui sont à la fois sanitaires, environnementales, des questions de santé aussi, et de santé publique, de santé tout court, et d'environnement. Victor, sur France Culture récemment, tu disais qu'on fait à l'antispécisme un procès en illégitimité et en manque de scientificité. Ouais. Et ça m'intéresserait que tu parles justement de l'aspect scientifique, cette remise en cause permanente qu'il y a autour de l'antispécisme sur cet aspect scientifique.
Ouais, une chose de plus un des choix que j'ai fait dès que j'ai lancé le podcast, c'est de marteler à chaque début d'épisode le podcast contre le spécisme. Et vraiment, je le rappelle à chaque fois et je le redis à chaque début d'épisode et je fais en sorte que dans le cadrage de l'émission, il y ait toujours le mot spécisme et pas juste le mot, en fait, la réalité que ça décrit. Parce que justement, c'était pour contrecarrer cet effet qu'on n'en parle jamais, en fait. Même quand on parle de la question animale, ce qui est déjà trop rare, souvent on n'ose pas utiliser ce terme, c'est tout de suite vu comme un truc militant. Et en fait, moi, dans mon podcast, j'ai reçu plein d'invités qui sont universitaires, qui ont écrit des livres, qui ont fait plein de recherches très étayées et qui rendent compte des recherches à l'international qui le sont encore plus. Vraiment, là, il n'y a plus de... Comment dire ? Il n'y a plus de doute, en fait. Le spécisme, ça existe. C'est un phénomène, c'est une organisation sociale. C'est un phénomène hyper complexe, mais qui est décrit, qui est objectivé dans plein de disciplines différentes. Mais le fait qu'en 2024, on ait encore du mal à utiliser ce terme de spécisme, moi, je pense qu'à chaque fois, en fait, ça cache juste le fait que quand on fait ce procès sur le spécisme en disant ah, c'est un truc militant, en fait, ce qu'on est en train de nier, parce que la personne est en train de nier, c'est la réalité qui est décrite par le spécisme. Et ce que c'est en train de nier, c'est justement tout ce système qui organise la mise à mort, l'élevage et la mise à mort des autres animaux. Et du coup, on va nous parler de choses qui euphémisent finalement toutes les violences qui sont faites aux autres animaux. Oui, parce que spécisme, ça porte en lui-même une charge énorme, en fait. De dire spécisme, c'est systémique d'emblée, en fait. C'est tout un système qui asservit les autres animaux pour des raisons complètement arbitraires, qu'on ne retrouve pas si on utilise des mots beaucoup plus... un peu euphémisé. Justement, je vais sauter une question, on va revenir à la question suivante après. Mais justement, puisque tu parles de ça, on euphémise, il y a une forme de tabou. Sur Twitter, fin novembre, tu t'interrogeais justement sur une forme de tabou sémantique dans les médias. Je lis tes messages. Tu écrivais « C'est assez passionnant de voir comment certains termes peinent davantage à passer la barrière médiatique que d'autres. Cause animale, animalisme, aucun problème. Spécisme, oula. Exploitation et violence, pas de souci. Domination ou pire, oppression, alors là, non. » Ouais, alors un tout petit peu exagéré en traçant un peu les oppositions. Oui, parce mais que on est ça sur Twitter, voilà. Voilà, c'était aussi sur Blue Sky, suivez sur Blue Sky. Waouh, tu vas te faire... Mais non, parce que ça reste un peu compliqué aussi de parler d'exploitation et de violence à propos des autres animaux. Je te donnerai la parole après justement là-dessus. Mais c'est quand même beaucoup plus facile. Enfin, je veux dire, on voit passer quand même pas mal d'articles qui parlent d'exploitation animale, de cause animale, d'animalisme. Et il y a vraiment des mots qu'on retrouve quasiment jamais. Et quand on les retrouve, c'est vraiment waouh, jackpot. Enfin, c'est rare et ça signale un cadrage en fait journalistique vraiment favorable à la question animale, très favorable. Et ces mots, c'est spécisme, on l'a dit, mais c'est aussi en parler en termes de domination. Ou encore pire, en termes d'oppression. On ne parle vraiment jamais du spécisme. Enfin, on ne parle pas du spécisme, mais on n'en parle pas en termes d'oppression. Parce que c'est des mots qu'on veut réserver aux oppressions humaines, en fait, aux oppressions intra-humaines. Franchement, quand on parle d'antiracisme aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il y a du racisme, mais alors ça, on nous dit que ça n'existe plus. Quand on parle de féminisme, on nous dit, oui, bon, ça va, les mauvaises choses, là, vous avez le droit de vote, vous pouvez conduire des voitures. Quand on parle de lutte LGBTQIA+, aussi d'oppression, d'hétéronormativité, il y a patriarcat. Le mot patriarcat, il est quand même encore problématique pour énormément de gens. Donc finalement, j'ai l'impression que le mot oppression, il est aussi problématique et aussi tabou quand on parle, peut-être plus quand on parle des animaux, mais il l'est quand même encore, même pour les luttes qui sont féministes, décoloniales, etc. Alors je suis d'accord, mais moi j'observe à l'endroit, dans les médias, les médias de gauche en fait qui parlent d'oppression, pour les oppressions intra-humaines justement, qui n'ont pas de problème à mettre ces mots-là et qui les analysent. Enfin, bon, ils reviennent de loin, des fois il faut les pousser un peu, mais je veux dire, ils en parlent quand même beaucoup plus facilement. C'est ces médias-là, moi, que je cible et que j'observe particulièrement, parce que c'est a priori ces médias-là qui devraient être ouverts au fait d'en parler aussi pour les animaux, qui devraient avoir la petite lumière de se dire, bah oui, on sait que nos sociétés sont traversées par des systèmes de pouvoir extrêmement inégalitaires, qu'il y a des choses qu'on peut ne pas voir et qu'on apprend à déceler une fois qu'on a les outils pour l'analyser. Typiquement, le patriarcat, l'hétérosexisme, enfin, toutes ces choses-là, le système raciste, colonial et tout. Et c'est fou de voir à quel point, y compris, je parle beaucoup des médias parce que moi c'est ma cible, notamment avec Comme un poisson dans l'eau, d'essayer de changer le traitement médiatique sur la question animale et autour du spécisme. Et c'est fou de voir à quel point c'est difficile, même quand on a des invités d'une qualité incroyable qui ont des choses passionnantes à dire, on ne met jamais spécisme et oppression. Moi, je pense à Kao Tarachi, qui est une intellectuelle que je trouve incroyable, qui pense tout un tas de questions de façon interconnectée, qui a écrit le bouquin de la décennie sur la question animale interconnectée, coproduite, avec tout plein d'autres systèmes de domination, et elle fait toute une traversée historique. Ainsi l'animal et nous, sorti en septembre chez Actes Sud. Voilà, merci, désolé, j'avais pas dit le titre. Je suis là pour ça. C'est super, et vraiment lisez cet ouvrage, et c'est trop drôle de voir, enfin c'est drôle, non, je ris jaune, parce que de voir la façon dont elle est reçue par certains médias qui, du coup,
ont une ouverture sur la question animale, parce que bon, c'est quand même dans le titre, donc ce serait gênant de ne pas en parler, mais qui arrivent quand même à lui poser des questions que sur les oppressions intra-humaines. À contourner, je comprends, parce qu'on choisit toujours un certain angle sur une question, et elle a 1000 choses passionnantes à dire sur chacune des oppressions qu'elle décrit et sur leur interconnexion, mais il y a encore des formes de mise à distance et de double standard par rapport à la question antispéciste qui va dire on va parler des oppressions humaines et de l'exploitation animale. Je ne veux pas taper sur Blast parce que c'est super, ils se sont enfin ouverts à la question animale grâce à un super entretien vraiment extrêmement qualitatif avec Kautar Archi, mais c'est ce que je pointais en fait au moment où j'ai fait ce tweet et sur Blue Sky aussi, c'est de dire même Blast en fait a maintenu cette espèce de double standard en disant pour les animaux on ne va pas parler d'oppression parce que c'est un mot beaucoup trop chargé, et je pense que ce qui explique ça, c'est que dans oppression et domination, il y a d'emblée la dimension très systémique. Alors qu'une exploitation, justement, on peut dire une exploitation, on peut la réduire à une question où on peut, ce qui est très souvent fait sur la question animale, la réduire à la question du capitalisme. C'est quelque chose que la gauche nous fait très souvent, un coup, d'une espèce de réductionnisme, de nous dire non mais la question animale, elle sera réglée quand on aura réglé le capitalisme. Et je veux dire, le capitalisme est une grosse partie du problème, et je veux dire, c'est lié c'est affreux, l'industrialisation de la mise à mort des animaux, mais le spécisme existait avant le capitalisme, et ça réglerait pas tout. Le capita, ça vient de... Oui, en plus, il a été vachement influencé par la façon dont les animaux sont traités. Je veux dire, le Fordisme, il est inspiré de la façon dont fonctionnaient les abattoirs à Chicago. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis en fait, il y a une forme des biens meubles depuis quand même le néolithique. Enfin, oui, je veux dire, ils étaient exploités de façon systématique et systémique bien avant le capitalisme. Mais en fait, on fait toujours... Et du coup, en fait, l'exploitation permet ça, parce que ça sonne quand même plutôt anticapitaliste. Et du coup, tant qu'on parle encore d'exploitation, on peut continuer de réduire la question animale à une question secondaire qui sera réglée avec les autres. On faisait ça, les féministes ont eu à se battre pour affirmer l'autonomie de la lutte, de l'oppression, en disant c'est une oppression qui a une forme d'autonomie, qui n'est pas réductible au capitalisme, et du coup, autonomie de leur lutte aussi. Et on a le même défi maintenant dans l'antispécisme de dire, en fait, l'oppression des animaux, elle est interconnectée à plein d'autres questions et à plein d'autres systèmes de pouvoir, mais elle a aussi une forme d'autonomie très forte, et des choses qui lui sont propres. Et je pense que c'est pareil, violence, on nous fait toujours ça sur les abattoirs, par exemple. On va nous dire c'est des violences isolées. En fait, les violences, elles peuvent être isolées. Dans domination et dans oppression, tu peux pas dire isolé, en fait, parce que c'est d'emblée systémique. Donc, oui, mais encore une fois, on revient sur une idéologie. C'est-à-dire qu'on refuse le fait que ce soit systémique, et donc qu'il y ait une idéologie ou plusieurs derrière qui soient en action, consciemment, volontairement, et toute une organisation sociale. Ça, absolument. Chez L214, vous, comment vous gérez justement médiatiquement certaines expressions, certains mots, certaines façons de parler de l'oppression des animaux? Ça dépend beaucoup des médias sur lesquels on est, effectivement. Enfin, je pense que... Et ça dépend du temps où on va pouvoir échanger. Parce que de temps en temps, on est juste en interview il y a quelques minutes, parce que c'est une réaction à une enquête qu'on vient de montrer. Donc là, on a vraiment très très peu de temps, et en plus, c'est coupé derrière. Donc on peut aborder tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est coupé, c'est taillé en pièces derrière. Donc ça dépend vraiment de combien de temps on dispose. Et en fonction du temps dont on dispose, on peut emmener plus loin, on peut remettre en question le fait de considérer les animaux comme de la nourriture. On va pouvoir commencer à parler de système, on va pouvoir parler d'environnement alimentaire, on va pouvoir... Mais voilà, ça dépend vraiment du temps qu'on a, et puis bien souvent aussi de la thématique, effectivement, qui intéresse le ou la journaliste, qui va nous emmener par ces questions. Voilà. Après, nous, on peut avoir notre objectif par rapport à l'interview, mais les interviews écrites, par exemple, c'est terrible. Parce qu'on répond plein de choses, on va très très loin, parce qu'on a du temps. Quand j'ai un journaliste au téléphone, moi, ça dure 1 heure. Ouais. Ça dure 1 heure pour ensuite un article. On n'a pas le choix aussi quand on nous commande. Je prends la défense de ma profession. Si on pouvait écrire des très longs articles, on le ferait, mais hélas. Mais justement, je constate très souvent que du coup, ça effleure la question, et il y a ce fossé pour se dire typiquement sur les abattoirs, ce sont des violences isolées de la part des ouvriers. Et non pas, les directions, elles sont... Nous, on a fait citer des exploitants, on a fait citer des abattoirs, quand c'était pas fait par les parquets, de façon à ce qu'on ramène ça, pas seulement à la responsabilité d'une personne exploitée,
mais vraiment au système qui est déjà au-dessus, et puis au système qui est encore au-dessus, quoi. Enfin, d'essayer de relier à cette question de société. C'est quelle est la société qu'on veut pour demain, quoi. Est-ce qu'en 16 ans d'existence, quasiment 17 ans, eh oui, ça ne nous rajeunit pas, de L214, est-ce que vous avez évolué sur le choix des mots, justement? Est-ce qu'il y a des mots que vous n'utilisiez pas avant et qu'aujourd'hui vous utilisez plus volontairement en vous disant, bon, peut-être ça passait pas avant, mais ça maintenant, on est plus solide sur nos appuis, ça passera mieux, ou bien est-ce qu'il y a encore des mots que vous évitez? La question du spécisme, moi, je l'aborde pas de but en blanc directement. C'est sûr. Enfin, ça dépend. Vraiment, faut que j'ai le temps, que je sente qu'on puisse y aller. Et souvent, elle arrive en cours, quoi. Mais non, je crois pas, parce que dès le départ, la fondation d'L214 repose sur l'abolition de la viande. Donc, on était déjà sur des questions là-dessus. Mais c'est vrai que, pourtant, étant issu biberonné au cahier antispéciste, on aurait pu penser que. Et en fait, ça a été un choix au départ de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Il y a peut-être ça aussi, je trouve qu'il y a des canaux de discussion qui sont différents entre quand justement tu peux aborder des questions de philosophie et quand juste tu cherches à ouvrir une porte, une réflexion, à inciter les gens à aller chercher plus loin. Nous, je pense qu'on est sur le très grand public d'un côté, puis après on va chercher les entreprises, les politiques, mais on est vraiment sur une première approche de la condition animale et finalement de montrer les effets très concrets du spécisme. Et ça va être ça notre porte d'entrée, avec le côté émotionnel, réaction déjà d'avoir vu les images, mais il n'y a pas que ça, ça c'est ce qui est très connu de L214, mais on a aussi des actions éducatives, par exemple, des choses comme ça. On ne va pas montrer des images d'abattoirs dans les écoles. Et donc, il y a cette dimension émotionnelle qu'on raccroche tout de suite au rationnel derrière. Mais oui, c'est normal, c'est votre système d'alarme là, qui est en train de vous dire « Oula, il y a quelque chose qui cloche dans les images que je suis en train de voir. Si je confronte ça à l'argumentation, au côté rationnel, je vois bien qu'il y a quelque chose justement pour essayer de taper un grand coup sur la dissonance cognitive en réalité. Que tous les petits arguments qu'on amène tout de suite quand on commence à aborder cette question-là, avec la puissance des images, souvent ça fait exploser le miroir. Alors justement, on va parler des petits arguments. D'abord, il y a énormément de messages dans le chat, il y a plein de gens qui discutent. Ils ne nous écoutent Ils absolument n'ont pas. rien à faire de ce qu'on dit. Non, en tout cas, il y a énorme, ça défile assez vite, donc s'il y a des questions, j'ai pas le temps de toutes les voir et je vois que beaucoup de gens se parlent entre elles et entre eux. Mais quelqu'un posait la question plus haut des animaux domestiques. En gros, j'ai plus la question exacte, donc excusez-moi de ne pas lire la question exacte, mais quelqu'un posait la question de est-ce que ce serait OK les animaux domestiques avec le spectre antispéciste large, je mets les antispécistes, est-ce que c'est OK d'avoir des animaux domestiques? C'était un peu la question qu'avait ouvert Brigitte plus tôt, en disant il y a un peu deux écoles, disons, dans l'antispécisme, enfin, deux voies possibles. Une voie qu'on dit extinctionniste, qui est un peu pessimiste en fait sur notre rapport aux autres animaux, tellement pessimiste qu'on en vient à penser on n'arrivera jamais à créer des liens égalitaires avec d'autres animaux. Il y a toujours des rapports de pouvoir qui vont se remettre en place et on n'arrivera pas en fait à vraiment prendre soin d'eux authentiquement et sincèrement. Donc on arrête de les faire se reproduire et on ne cherche pas absolument à développer des relations proches avec eux. C'est pas la voie majoritaire, c'est plutôt une voie minoritaire. Et la voie majoritaire, c'est plutôt la voie qu'on dit Zoopolis, en fait, qui dit on peut créer des communautés interespèces. On vit déjà en fait de fait dans des communautés interespèces. On est entouré d'autres animaux en permanence. Pour la plupart d'entre nous, on en a dans nos vies, on en a dans nos villes, là où on habite, on en rencontre, peu importe que ce soit en ville ou à la campagne, on en rencontre. On échange, on se donne à manger. Enfin, il y a plein on crée des liens riches, on a des relations, on leur donne des prénoms. Enfin, voilà. Et il y a des façons dans l'antispécisme, dans la partie un peu théorique universitaire, qui essaie de réfléchir à comment on peut créer une société ou des communautés, disons, des petites bulles au moins, hors du spécisme ambiant, qui soient le plus égalitaire possible. Et c'est un peu la voie qui est tentée par les sanctuaires. C'est vraiment un élément important dans le mouvement antispéciste. C'est des sanctuaires, des animaux qui sont rescapés des abattoirs, en fait, des élevages. Et dans ces lieux-là,
entourés d'humains qui ont vraiment à cœur de prendre soin d'eux et de créer des relations riches et de les considérer dans leur individualité, dans leur personnalité, ça nous donne un peu de la matière à réfléchir à comment développer ce genre de relations sur un modèle plus juste. Et si ça vous intéresse, il y a pas mal de textes qui ont été développés par Sue Donaldson et Will Kimlicka. Et justement, qui sont les auteurs et autrices de Zoopolis, qui nous projettent dans l'avenir, qui ont pensé un modèle de société après le spécisme, et du coup qui viennent aussi sur la représentation de comment les refuges peuvent contribuer ou au contraire continuer d'appuyer sur des représentations qu'on peut avoir. J'ai vu la question, est-ce que égale prise en compte des intérêts... j'allais la lire, parce qu'en plus j'adore le pseudo. Donc, pissaladière sans anchois, avec donc plein d'oignons, très bien. Est-ce que égale prise en compte des intérêts, donc l'expression égale prise en compte des intérêts est envisagée chez L214 pour le choix des mots, à défaut de sentience, parce que sensibilité c'est un peu dommage, nous dit-il ou elle. On utilise effectivement, plutôt sensibilité. Moi, j'utilise sphère de considération morale souvent. Et sur la prise en compte des intérêts, je l'illustre plutôt par l'inégalité de la prise en compte des intérêts. Un des exemples que j'utilise assez souvent, c'est justement d'illustrer cette balance avec mon envie de manger un steak par rapport à la vie d'une vache, donc des intérêts qui sont pas du tout les mêmes, et pour autant c'est cet intérêt assez futile qui gagne. On a choisi, on fait un choix, quoi. Exactement. Alors on va donc parler des arguments, une petite liste d'arguments qu'on oppose fréquemment aux personnes antispécistes, et je veux bien des réponses assez rapides sur chaque. Oh là. Parce que, ouais, je sais, oui, mais on a à la des choses à déplier à chaque fois. En fait, à la fois on a le temps et à la fois j'ai encore plusieurs questions à vous poser. Donc je ne vous demande pas de juste faire une phrase, mais bon, voilà. Mais il y a des choses dont on a déjà un peu parlé de toute manière, mais c'est des phrases qu'on entend tout le temps, que vous entendez sans arrêt et que des gens vont potentiellement entendre pendant les fêtes de fin d'année avec la famille à table, qui vont leur dire, par exemple, « Ah ouais, donc on donne le droit de vote aux animaux et je peux me marier avec une poule ?» Ouais, alors celle-là, moi, je peux bien la prendre. Allez, vas-y. Victor, elle est pour toi. Fais-toi plaisir. On l'entend toujours. C'est vraiment... En plus, qui peut dire ça de bonne foi ? Enfin, je veux dire, qui peut penser que les antispécistes ont un projet de société où on va faire des choses aussi absurdes ? Et en fait, c'est vraiment... Mais c'est bien parce qu'à chaque fois, c'est l'occasion d'expliquer un peu un principe qui est au cœur de l'antispécisme, qui est justement ce principe qu'on n'a pas complètement explicité d'égale considération des intérêts. En fait, les antispécistes, ils disent quelque chose de super simple. Ils disent, quand il y a des intérêts qui existent et qu'on n'a pas de bonnes raisons de ne pas les prendre en compte ou de les ignorer complètement ou de considérer qu'ils comptent moins, faut les prendre en compte en fait. Et du coup, typiquement des intérêts fondamentaux comme pas souffrir, pas être mis à mort sans son consentement et sans sa volonté de façon extrêmement prématurée pour la plupart des animaux par rapport au temps qu'ils auraient eu dans leur vie, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter de faire si on a la possibilité de faire autrement. C'est vraiment hyper simple en fait comme principe. Mais on va nous opposer, mais du coup, en fait, les gens font comme si on était en train de dire faut avoir une identité de traitement entre les humains et les autres animaux. Il faut les traiter pareil. C'est pas du tout ce qu'on dit en fait. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder les intérêts. Et les intérêts sont pas forcément les mêmes. Il y a des intérêts fondamentaux qui sont très très largement partagés au sein des êtres sentients. Typiquement ces intérêts-là, pas souffrir, pas mourir, pas être exploité, pas être enfermé. Mais il y a d'autres intérêts peut-être qui sont propres à certains humains. Et typiquement des droits politiques sous des formes de participation particulières comme le droit de vote. Et effectivement, c'est pas un intérêt qui va concerner les poules ou les cochons. Ça leur parlerait pas, ça servirait à rien, il n'y aurait pas de sens. Mais en fait, il y a certains humains qui sont pas concernés par ces intérêts-là non plus. Et donc, juste, faut regarder les intérêts en question. Un autre exemple qui permet vraiment bien de faire cette distinction, c'est le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, c'est un droit qui protège les intérêts de certaines humaines. Typiquement, c'est un droit dont j'ai pas besoin en tant que comme cis, parce que je peux pas enfanter. C'est un droit qu'il ne fait sens de donner qu'à des personnes qui peuvent y avoir un intérêt, mais tous les humains ne sont pas concernés par cet intérêt-là. Donc, et là, ça nous paraît évident quand c'est chez les humains que, oui, en fait, il y a certains droits qui concernent que certaines personnes, et ça dépend de plein de choses, de notre morphologie, de notre condition sociale, de notre background, de notre espèce notamment, enfin, de nos capacités plus largement, mais c'est à regarder au cas par cas, en fait, et pas à se dire, si pas humain, alors je peux tuer. Là, typiquement, c'est pas une bonne prise en compte égalitaire des intérêts. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, parce que du coup, tu parlais des bébés, et on parlait de si on peut ne pas faire souffrir des animaux, faisons-le, donc finalement, c'est une question d'intérêt. Parenthèse Peter Singer. Ouais. L'utilitarisme,
Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Peter Singer, c'est un des penseurs qu'on cite, phares, qu'on cite dans les, parmi les pionniers, on va dire. Oui, c'est lui qui j'ai a pas envie de dire des popularisé conneries, le terme parce que de vous saviez, spécisme. voilà. Ok. Avec son livre en 75, La libération animale, où il a vraiment formulé, il l'a repris à un psychologue, Richard Ryder, qui avait écrit un article en formulant ce terme de spécisme, mais c'est Peter Singer qui l'a fait connaître dans son ouvrage La Et libération lui, animale. il base notamment son antispécisme qu'il a découvert à l'université sur justement la défense d'intérêts et sur l'utilitarisme en disant s'il n'est pas nécessaire de faire souffrir et d'exploiter les animaux, ne le faisons pas. Mais je sais que c'est un peu réducteur et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce que défend Peter Singer, mais est-ce qu'on peut dire que l'utilitarisme est un socle assez commun à beaucoup d'antispécistes ? En fait, même pas. Parce qu'il y a plein d'antispécistes qui ne sont pas utilitaristes. Okay. Et le principe dont on parlait, le principe d'égale considération, en fait, même s'il a été formulé pour la première fois par Peter Singer, qui effectivement est aussi utilitariste, il ne dépend pas du tout de l'utilitarisme. Et typiquement, moi, la première philosophe que j'avais invitée dans mon podcast, juste avant d'inviter Brigitte, c'est Valérie Giroud. Valérie Giroud, c'est une super philosophe qui défend aussi ce principe d'égale considération des intérêts et qui est déontologiste. Donc en fait, c'est une autre théorie morale. L'utilitarisme, on dit, on va regarder qu'est-ce qui crée du bonheur ou des souffrances, et puis on va essayer de maximiser le bonheur et de réduire les souffrances au maximum, pour faire simple. Et le déontologisme, c'est on va plutôt appliquer des règles, ne pas tuer, ou voilà, qui s'appliquent un peu de façon générale. Et ces deux voies, il y en a d'autres, pour considérer comment sont formulées nos règles en éthique. Et en fait, on peut être antispéciste dans à peu près tous les systèmes moraux. Et même, c'est super intéressant, c'est que dans la plupart des systèmes moraux, on voit qu'il y a une convergence vers ce principe-là d'égalité animale, en fait. Donc c'est plutôt un bon signe. Quand on a plein de systèmes moraux différents et qu'ils ont l'air de tous converger vers un endroit et vers la même conclusion, on peut se dire que c'est pas mal, là, le principe qui a l'air un peu transversal et hyper évident. Alors, deuxième argument. Je regarde un peu les questions. Peter Singer, etc. Oui, alors quelqu'un rappelait effectivement que quand il y a eu les débats autour du mariage pour tous et toutes, des opposants disaient régulièrement c'est la porte ouverte à se marier avec les animaux, c'est aussi. Donc on voit bien aussi quand on parle d'idéologie que tout se mélange un petit peu à droite, voire très à droite, voire à gauche aussi parfois. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est une forme d'animalisation. Et de déshumanisation. Qui renvoie la sexualité des personnes homosexuelles à une forme d'abjection, parce qu'en fait, on associe l'animalité à quelque chose de dégoûtant, et puis évidemment, c'est pas une bonne chose d'avoir des rapports avec d'autres animaux. Et du coup, le fait de renvoyer l'homosexualité, ou en particulier, c'est la pratique de la sodomie, à cette forme d'animalisation ou de lien avec les animaux dans la tête des gens, c'est un truc qui se passe en permanence, en fait, à propos de plein d'humains qui sont renvoyés à quelque chose d'abject, d'inférieur, qui fait que on peut ne pas respecter les droits ou ne pas respecter l'égalité. Pratiquer un génocide typiquement, sans que personne s'en émeuve. Ah oui, ça peut atteindre des niveaux. Ouais. Et ça, c'est vraiment un phénomène hyper intéressant, la question de l'animalisation, et il traverse l'ouvrage de Kautar. Et de Kautar, j'allais le dire aussi, et sur la vidéo de ouais. Blast aussi, donc dans ton podcast, effectivement, il y a 2 épisodes, épisode 34, je crois, que je vous conseille de regarder, d'écouter, pardon. Et aussi, dans l'épisode avec Blast, elle parle donc du massacre aussi de la population palestinienne et du génocide à Gaza en cours par Israël. C'est le ministre de la Guerre qui avait parlé des Palestiniens, Palestiniennes comme des animaux, et que du coup on peut exterminer. Et le nazisme aussi faisait parler des personnes juives comme de cloportes et de parasites et d'insectes qu'on peut écraser et tuer et génocider. Elle a une super pardon, excuse-moi, je te coupe. Kautar Archer a une super formule pour ça. Elle dit animaliser, c'est rendre tuable. C'est vraiment ça en fait. Les gens qu'on range dans la catégorie animaux, mais tant des humains que les animaux eux-mêmes qu'on range dans cette catégorie-là, construite, sociale, on pourrait parler d'espèces sociales d'animaux, en les animalisant, on les renvoie à une infériorité, à une forme de néant en fait, qui fait qu'on peut tout se permettre envers ces personnes-là. Bien sûr. Deuxième argument qu'on sort souvent, on en parlait un peu tout à l'heure, on a toujours mangé des animaux, c'est naturel. Donc un des N. Brigitte, j'imagine qu'avec le travail de L214, on vous oppose souvent ça, parce qu'on parle d'élevage, et on vous dit, non mais c'est naturel de manger des animaux, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous parle de naturalité ? On sort John Stuart Mill. Qu'est-ce que je réponds à ça Je ne réponds pas, je me drape dans mon indifférence. Ouh là là, oui. Ah, moi je veux bien l'apprendre si tu veux pas. Non, mais c'est pas parce qu'on a fait quelque chose depuis très longtemps que ça justifie qu'on le continue. Enfin, il y a plein de choses qui se sont arrêtées et tant mieux. Et on a encore du chemin déjà juste aussi sur l'intra-humain. Mais enfin voilà, se remettre en question, c'est... voilà. Et peut-être ce qui est de tout temps, on s'est posé des questions. Et on a essayé d'y répondre peut-être de façon un petit peu plus intelligente au fur et à mesure.
Je dis ça et j'en suis absolument pas convaincue en vrai qu'on est de plus en plus, parce qu'on n'a jamais tué autant d'animaux qu'aujourd'hui. Donc voilà. On a esclavagisé des gens à une époque en trouvant ça normal. Exactement. Aujourd'hui, on se dirait, bah non, mais évidemment que ça n'est pas normal ni naturel. Victor, tu voulais Je ajouter veux bien quelque chose sur la rebondir sur la naturalité. deuxième partie, du coup, sur le naturel. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui est propre à la pensée antispéciste, c'est d'avoir théorisé cette question, on parle de critique de l'idée de nature. C'est en fait, quand on regarde un peu le type d'objections qui sont brandies à propos des animaux, on retrouve dans quasiment la moitié, enfin j'exagère, mais on retrouve très souvent cette idée de c'est naturel, où les animaux sont des éléments de la nature, où les animaux se mangent entre eux dans la nature, supposé donc on Oui, peut les ça manger, beaucoup, oui. où Ouais. les humains sont des prédateurs naturels, carnivores. En fait, cette idée-là de nature, qui est une espèce de fantasme qu'on se fait de comment l'ordre naturel est censé fonctionner, c'est vraiment un élément idéologique hyper fort dans le spécisme et dans plein d'autres oppressions, en fait, qui naturalise un rapport qui est social, en fait. Une certaine organisation de la société qui est construite historiquement, socialement, culturellement, et qui, du coup, pourrait être autrement, mais en mobilisant cette idée de nature, en disant, bah non, en fait, c'est naturel, c'est l'ordre du monde, c'est les équilibres, et puis, en fait, c'est implicitement, le monde est organisé d'une certaine façon, avec ses lois propres de la nature qui ne relèvent pas de la morale, donc typiquement la prédation, le cycle comment on dit, la chaîne alimentaire, tout ça, et bizarrement, l'humain est tout en haut. Enfin, on est encore, en fait, structuré par cette représentation-là naturalisante, de l'ordre du monde comme un ordre naturel qui est en fait la dissimulation d'un ordre social. Et nous, c'est beaucoup ce qu'on dit, les antispécistes, on dit, bah, excusez-nous, en fait, on pourrait faire différemment, et en fait, il n'y a rien de naturel là-dedans, et on déconstruit ça, et on montre comment c'est perpétué par ce genre d'idéologie, en fait. Et des dominations aussi différentes dont on parlait. Il y a des études qui ont été menées, plus on est raciste, plus on est sexiste, enfin, il y a des... Voilà, plus on est spéciste, et plus on croit à l'idée de nature. Donc c'est vraiment, effectivement, un ordre naturel qui remplace, qui peut remplacer facilement l'ordre patriarcal, machin. Enfin, voilà, oui, comme tu l'as très bien dit. On disait la même chose, l'homosexualité, Ouais. c'est pas naturel, Exactement. les femmes ont une certaine C'est ça. nature féminine qui... En fait, c'est une Elles super ont un façon rôle d'essentialiser reproductif, les groupes c'est dominés. ce que j'allais en dire, fait. on essentialise les Ouais, groupes dominés, complètement. oppressés. Et du coup, on les renvoie à une certaine place inférieure, subalterne. Et puis c'est une dans manière l'ordre d'effacer du la monde. domination, comme on l'a dit au Complètement, début de l'émission, effectivement, d'effacer toute forme de Oui. système et de Et ouais, domination. quand on parle de nature, on ne parle pas de rapport d'oppression et de domination. typiquement. Ni de choix politique Puisque c'est qui comme est fait. ça. Ça a toujours Comme été ça, comme ça, ouais. enfin, on a toujours mangé des animaux. Récemment, il y a eu un débat, non parce qu'ils sont entre eux, sur CNews et compagnie, Sud Radio, les grandes gueules, etc. Parce que Interville, l'émission Interville, alors les plus jeunes d'entre vous ne connaissent certainement pas Interville, c'est pas très grave, mais c'était une émission qui était faite, donc c'est fait l'été, donc c'est deux villes qui s'affrontent dans des jeux plutôt rigolos, voilà, donc on est déguisé dans des trucs et on se bagarre gentiment, on doit amener bref, donc un jeu télévisé qui a duré très longtemps, et Interville revient, et il y a une épreuve d'Interville qui est culte, qui se passe avec des vachettes. Donc il y a des vachettes qui sont utilisées pour divertir tout le monde et qui sont du coup utilisées comme des objets. Et récemment, on a entendu donc des hommes blancs cis sur des émissions ou des radios droite voire d'extrême droite dire la phrase « Interville sans vachette », parce que vraiment c'était dit comme ça, « Interville sans vachette », eh ben c'est pas Interville. Il y a un côté aussi naturel. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'objection en disant s'il y a pas de si on peut plus exploiter les animaux dans des émissions, autant pas faire l'émission. Mais on peut déjà plus rien dire, enfin. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire aujourd'hui. Enfin, c'est exactement ça, et c'est ce que tu dis. Ça se relie avec, c'est naturel d'avoir des vachettes dans Interville. C'est juste ces arguments-là. Mais on peut saluer que justement, c'est en train de bouger, puisque Interville, ce serait sans vachette. C'est une petite victoire ou pas pour vous, ça ? C'est une évolution de se dire, parce qu'elles n'étaient pas mises à mort, c'était pas une corrida, et pour autant, c'est quand même perçu que pour ces animaux-là, ce moment-là n'est pas un moment qui est agréable pour elles. Et c'est reconnaître que, justement, on peut les extraire de ça, quoi. Enfin, c'est un petit pas, un petit recul du spécisme. Donc, c'est toujours bon à prendre. Dans Fort Boyard, par contre, on continue à avoir des animaux qui sont Non, je crois exploités. qu'ils ont aussi enlevé C'est les une tigres. question, je l'ai pas regardé Au depuis contraire, longtemps. ouais, justement, ils sont aussi revenus sur ça et il n'y a plus de tigres. Non, Je sais pas pour les autres animaux. Oui, il y avait des serpents, des araignées, Ouais. Ça, des c'est possible scorpions. qu'il reste des c'est possible. possible. Mais les tigres, je crois que Ouais, c'est c'est ça. fini. C'est drôle, C'est des petits cette pas. objection-là de Ouais. c'est pas Interville sans les vachettes.
En fait, ce que les gens disent, c'est « moi, je veux pas mon divertissement sans exploitation des animaux Bah, c'est pas la France sans la ». viande. En fait, quoi. c'est ça qui est derrière. Mais du coup, ça veut dire que c'est même plus les intérêts humains, même hyper secondaires, genre le plaisir de regarder un divertissement. C'est même pas le divertissement qui est recherché là, c'est l'exploitation en elle-même. C'est s'il n'y a pas l'animal qui est là et qui peut se faire exploiter, voire quand c'est la corrida qui est mise à mort, ça nous plaît pas, on veut pas. C'est presque, ça rend transparent le fait que c'est vraiment une expression assez crue et nue du spécisme là. Moi, ce que j'entends aussi dans ce genre de phrase, c'est pour ça que parler de corrida, ça rentre dans la question que je vais vous poser. Mais moi, j'entends aussi, d'où ma réflexion de c'est pas la France si on mange pas de viande. Il y a un côté très réactionnaire d'une espèce de mythe de la France, un fantasme de l'âge d'or d'une France qui aurait été à un moment X pendant des siècles comme ça, et que si on veut changer un truc, c'est plus la France. Là, on parle d'une forme de tradition. Interville, ça fait pas 4 siècles que ça existe en fait. Interville, c'était dans les années 70, je pense, ou 80 peut-être que ça a commencé. Donc, c'est pas non plus un pilier de la culture française, d'ailleurs des cultures françaises. Oui, ça ne va pas s'écrouler. C'est ça, la civilisation ne va pas s'effondrer parce qu'il n'y a plus de vachettes. Mais on a l'impression que justement, et tu disais à juste titre, on peut plus rien dire, et on a l'impression que justement, l'exploitation animale, qui passe à travers aussi du divertissement, et on parler aussi des animaux au cinéma. Moi, je reçois beaucoup de communiqués de presse en ce moment d'une association qui veut lutter justement contre l'exploitation animale au cinéma. Et on sent que c'est une question qui est de plus en plus présente. Justement, Interville, la décision n'a pas été prise pour rien en 2024-2025. Mais on a quand même cette idée que, en fait, les antispécistes, ils veulent faire chuter la culture française, la civilisation. Oui. Tu peux y aller. Oui, vous voulez faire chuter la civilisation ? Non, mais si on le prend comme ça, mais c'est-à-dire que la civilisation de la telle qu'elle est tradition. aujourd'hui, justement, il y a tellement... je veux dire, il n'y a pas de quoi être fier, là. C'est les rapports du GIEC, machin, c'est quoi la civilisation ? En fait, c'est par rapport, on parlait de naturalité. Waouh. Et là, on parle d'une forme de tradition. Oui, mais la tradition, la naturalité, c'est le même fondement argumentatif. En réalité, c'est ce que tu dis, c'est la question réactionnaire. C'est oh là là, bougez pas mes repères, parce que sinon je vais être complètement. Là, j'ai une place à cet endroit. Les choses sont bien à leur place. Ne me bougez rien. Et je pense que les réactions sont aussi vives par rapport à Interville, par rapport au foie gras, par rapport à la corrida et tout ça, parce que c'est vu comme des avant-postes du spécisme. Parce que si ça s'écroule, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La chasse, et puis la viande. Tu vas voir qu'ils vont arriver. Bah oui, évidemment. C'est des marqueurs forts du spécisme. Donc le fait de voir un à un sauter ces verrous-là, en fait, oui, on se rapproche de la question où il y a le plus d'animaux qui sont mis à mort. Et là, pour le coup, on touche des intérêts financiers extrêmement puissants. Et moi, j'ai toujours du mal. J'ai l'impression que les gens sont sincères quand ils disent on peut plus rien dire, machin. Il y a une forme de sincérité dans ce qu'ils disent. Je pense pas que c'est des gens qui sont payés par l'industrie de la viande ou par une espèce de machine du spécisme qui viendrait les obliger un peu à prendre ce genre de paroles, quoi. C'est vraiment une espèce de panique totale. La panique morale de entre leurs parents, et entre ces personnes-là, oh là là, oui, ça te fait peur. Oui, moi aussi, ça me fait peur. Et hop là, ils montent de la mayonnaise qui n'est pas végane du tout. Réplique éthique dit « Je pense que la vachette est un symbole, effectivement, et si on commence à faire des concessions, alors on donne une direction. » C'est ce que tu dis. L'enjeu, ce n'est pas tant de conserver la vachette que de gagner du temps sur l'abolition du spécisme et donc des privilèges spécistes. Et tout à fait, c'est vraiment ça. Il y avait d'ailleurs Florence Delry plus haut qui commentait en citant Florence Burga, et c'est drôle parce que je crois que c'est une citation que je m'étais notée justement sur le fait que en fait, c'est surinvesti symboliquement, cette question de l'exploitation des animaux, et plus souvent sur la question de la consommation. En fait, c'est pas que le fait de manger des animaux, c'est aussi le fait d'affirmer notre supériorité et notre domination sur le monde. Et c'est un truc qui est super bien décrit par cette philosophe Florence Burga dans son ouvrage « L'humanité carnivore ». Elle écrit « Si nous voulons comprendre ce qui se joue dans l'institution carnivore, nous ne saurions complètement passer sous silence le fait que manger, c'est anéantir d'une façon bien particulière. Mastiquer, digérer, mais aussi rejeter sous forme d'excréments, convertir et réduire à des déchets de latrine. » Ça, vraiment, je pense que c'est important de le dire dans une émission qui parle de l'alimentation, c'est qu'en fait, le fait de manger des animaux, c'est vraiment l'institution centrale du spécisme. Il n'y a pas il n'y a pas plus fort anéantissement total d'un individu que de le consommer et de le digérer. Symboliquement, quand vous vous dites, on a une société entière qui, dans sa quasi-unanimité et totalité, se dit que c'est OK et le fait de consommer d'autres individus
pour le plaisir, en disant c'est pour mon plaisir que je fais ça. En fait, quand on dézoome et qu'on regarde ça avec des lunettes un peu différentes, on se dit mais c'est hallucinant en fait ce qui se passe. Enfin moi, ça continue de me faire avoir un temps d'arrêt à chaque fois de me redire ça. Mais waouh, en fait, c'est dans cette société-là qu'on vit et c'est fort, je trouve en fait, ce truc très symbolique et qu'on voit que c'est aussi souvent une façon d'affirmer non pas seulement la suite de la domination humaine, mais d'autres formes de domination. C'est pas anodin le fait que ce soit aussi un symbole de virilité, le fait que la majorité du mouvement antispéciste est composée de femmes ou de personnes sexisées, de minorités de genre. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, elles se connectent aussi dans la symbolique qui est véhiculée autour de la consommation d'animaux. Et l'idéologie dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Uriel, merci, nous remet la citation de Florence Burga, je sais jamais, Ouais, Burga, c'est ça, ouais. Burga, excusez-moi, que Florence nous donnait, qui était « On ne tue pas les animaux pour manger de la viande, on mange de la viande pour tuer des animaux ». Ouais, voilà. Elle soulevait le fait, il y a aussi une espèce de panique là sur la viande de culture qui oui, arriverait. les cellules souches, de la viande sans souffrance, comme on appelle ça aussi. Voilà, comme donc on elle appelle n'arrive ça, pas, mais en tout cas, tous ces produits qui arrivent et qui imitent à la perfection la viande, d'une certaine façon. Florence disait que ça va être la révélation, en fait. Est-ce qu'on mange de la viande pour tuer les animaux ou c'était juste pour manger de la viande qu'on tuait les animaux, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on va voir le test moral, d'une certaine façon. Vivement. Je continue. On peut tuer des animaux en les respectant ou en les aimant. On l'entend souvent, on entend aussi, par rapport aux élevages, justement, en disant les éleveurs aiment leurs animaux. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, Brigitte ? Je crois que j'ai juste envie de soupirer. Non, je crois qu'il faut pouvoir entendre que les gens sont convaincus par ce qu'ils disent quand ils disent ce genre de choses. Mais juste, faut le déconstruire. Enfin, faut juste dire, mais non. Enfin, on ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir avec respect. Le respect, c'est juste, la question du consentement, enfin, la question de la demande même. C'est tout à fait paradoxal parce que nous, êtres humains, on n'a pas le droit de choisir le moment où on meurt. Mais alors les animaux, il n'y a aucun problème pour leur poser, la limite est très 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 courte. Donc oui, enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est vraiment super intéressant cette question-là du respect qui revient tout le temps, parce que en fait le respect, il s'oppose pas à la mise à mort, et c'est pour ça qu'il est brandi en fait. C'est parce qu'on dit toujours, en fait, c'est dans la phrase, on peut tuer les animaux avec respect, donc on peut les tuer. C'est à ça que ça sert, en fait, le discours sur le respect. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un truc qui est brandi, c'est une excuse qui sert à dire, bon, si on met un peu les formes, on peut continuer d'asservir les animaux et de les tuer pour quoi que ce soit, pour les manger, pour les exploiter. Mais en fait, tout ce discours-là sur le respect, sur l'amour, sur les formes de considération, sur faut avoir une petite pensée pour la vie de l'animal avant de le tuer, il faut pouvoir le regarder dans les yeux, dans son jardin, dans un cône avant de le mettre à mort. Tout ça, c'est un truc, en fait, c'est des formes qui concernent plus les conditions du point de vue du dominant que la vie et l'exploitation réelle c'est une justification des morale. victimes. Oui, mais en fait, c'est vraiment ce truc de... C'est ça, en fait. C'est un discours qui sert à nous donner bonne conscience. De dire, si je le fais avec le... En fait, c'est un truc... Le respect, c'est un état d'esprit, c'est une intention. Donc, en fait, ça se passe dans la tête de celles qui exploitent. Et en fait, du coup, ça décale le regard. C'est à ça que ça sert, en fait. Hein. Quand on regarde un peu d'un point de vue idéologique, le discours sur le respect, ça sert à faire diversion par rapport à... Ce qui est inévitable quand on regarde une vidéo de 114 qui est centrée sur la violence infligée aux autres animaux. Et le discours du respect, ça prend un peu la tangente en disant « Non, mais regardez nos intentions. On n'est pas de mauvaises intentions. » Et tu as raison, souvent c'est vrai, en fait. Mais ça ne change pas le sort concret de ce qui est fait aux autres animaux. Ouais, moi, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce d'argument qui est sorti... c'est plutôt des formes de phrases qu'on trouve. Ah bah oui, on tue avec respect. Dans les abattoirs, on parle de bien-être animal dans les abattoirs. Enfin, mais même le bien-être animal en lui-même, ce sont des expressions, c'est des éléments de langage pour justement caresser dans le sens du poil notre dissonance cognitive, de pouvoir continuer à le faire. Parce que quand on nous parle de respect... N'importe qui sait que ce serait se mentir que de ne pas savoir que les animaux, la plupart d'entre eux viennent d'élevage industriel intensif, que dans les abattoirs, on ne peut pas parler de tuer avec respect. Enfin, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Mais c'est comme tous les labels qui sont mis sur les trucs. Enfin, c'est des
c'est de la réassurance. Donc on est obligé de se raconter une histoire. On est obligé de se raconter une histoire pour continuer à manger les animaux. Sinon, on arrête. Et l'histoire, elle passe par des rituels, du respect. On se serre les coudes entre gens qui mangent de la viande pour faire front, finalement, peut-être à ces idées de véritable respect des animaux, de prise en compte de leur sentience, de les considérer comme d'autres individus qui ont leur propre vie à vivre. Voilà, et donc c'est une mise à distance, mais c'est presque des faux arguments, c'est pour pouvoir argumenter, parce que sinon, en fait, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, enfin, le débat, il est plié tout de suite, quoi. Mais c'est pour ça que je vous pose ces questions-là avec cet argument donné, parce qu'on entend toujours les mêmes, et tu le rappelais dès le début, on entend toujours les mêmes. C'est la base de l'idéologie. Ouais. Il y avait juste plusieurs personnes il y avait Florence et Alchemia Filia qui font une remarque extrêmement juste, qui disent que c'est la même rhétorique pour les féminicides. Il serait possible de tuer en aimant, ouais. il y aurait des crimes passionnels, des drames passionnels, des drames amoureux, etc. Donc voilà, il n'y a pas de violence s'il y a de l'amour, et s'il y a de l'amour, il n'y a pas de violence. Il est déjà 19h20, mon Dieu, j'ai tellement de... Bon, alors attendez, on va refaire 2 dernières questions, puis après j'ai d'autres questions, mais 2 derniers arguments fallacieux. Le soja des véganes déforeste l'Amazonie. Bon, déjà... Non, c'est ça la réponse, non. Factuellement et non. Factuellement, je tiens quand même à ce qu'on le rappelle. Oui, non. Le soja déforeste l'Amazonie pour l'alimentation des animaux. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. C'est pas 80% du soja qui sert en fait à nourrir les animaux, qui servent ensuite à nourrir les humains. Ouais, c'est une écrasante majorité, et c'est surtout les monogastriques, les poulets, les cochons. Voilà, mais un petit peu les bovins aussi en mangent. Donc ouais, là, 100%, c'est fastoche. Ça, c'est facile. Et alors, la dernière, quand même, question, les arguments, c'est Victor, tu me l'as suggéré, j'en parlais dans l'intro, mais vous nous emmerdez, en fait, vous êtes casse-pieds, vous êtes rabat-joie, les antispécistes et les véganes. On casse l'ambiance. Vous cassez l'ambiance, comme les féministes en soirée. Moi, ça me fait trop rire, en fait, cette objection-là. Parce que je crois que vraiment, les personnes les plus drôles que je connaisse dans ma vie, c'est les véganes, en fait. Je te remercie. Je sais... Alors, notamment Brigitte, mais je pensais aussi, notamment à... Non, mais c'est vrai, Brigitte, c'est très drôle. Mais alors, la personne la plus drôle de l'univers, c'est sûrement Rosa, Insolente Veggie. Il faut vraiment aller lire ses BD, parce qu'en fait, elle déconstruit l'idéologie carniste, et juste, elle le retourne en 3 vignettes, quoi. Et ça fait apparaître l'absurdité. Et franchement, pour la connaître, c'est vraiment quelqu'un de super drôle. Enfin, passer une soirée avec elle, c'est hyper agréable. Donc, elle est à l'opposé, mais en fait, la plupart des véganes que je connais sont vraiment à l'opposé de cette image de triste cire qui viennent casser l'ambiance et qui sont tout carencés, tout déprimés, qui n'ont pas d'humour. Mais du coup, c'est drôle parce qu'une fois de plus, c'est un peu une figure idéologique qui circule, qui est perpétuée par autre chose que la réalité, c'est-à-dire par l'idéologie. Mais il y a vraiment quelque chose derrière ce truc-là de rabat-joie, mais c'est un truc qui a été super bien déconstruit par Sarah Ahmed, qui est la philosophe qui a vraiment le mieux travaillé sur cette question-là, qui a écrit Manuel rabat-joie féministe, qui est récemment traduit chez je ne sais plus quelle maison d'édition, mais vraiment, c'est vraiment super, faut lire ça. Et ce qu'elle montre bien, c'est qu'elle montre plein de trucs passionnants, mais notamment que la figure de la rabat-joie, elle est toujours brandie en laissant penser... Enfin, pardon, je rembobine. En fait, la raison pour laquelle on est qualifié en tant que vegan et antispéciste de casseur d'ambiance, de rabat-joie, c'est parce qu'on pointe un problème, en fait. On rappelle, en l'occurrence, le prix du plaisir. Mais en fait, le problème, il est préexistant au fait qu'on le pointe. C'est pas nous qui créons le problème. Et un des trucs qu'elle écrit, Sarah Ahmed, c'est quand vous pointez un problème, vous posez problème et vous devenez un problème. Et donc en fait, c'est ça, cette figure-là de la rabat-joie, c'est on fait de nous un problème parce qu'on a le malheur de mettre en lumière, parfois par notre seule présence, même si on n'ouvre pas notre bouche, si on dit rien, des fois le seul fait d'exister en tant que vegan à table avec des carnistes, et ça casse l'ambiance en fait, et ça crée des discussions juste parce qu'on révèle quelque chose qui était déjà un problème. Et le problème en fait, c'est que des individus ont été élevés et mis à mort, abattus précocement, pour être au centre de la table. C'est ça, en fait, le vrai problème que nous, on pointe. Et du coup, des fois, on a raison aussi de casser l'ambiance. Ce qui est drôle, c'est que ça rejoint un peu aussi un phénomène plus large et vraiment gravissime, il y a une forte répression sociale. C'est coûteux, en fait. Ça reboucle un peu avec ce qu'on disait, là. Qu'est-ce qui fait qu'on a trop du mal à mettre ça en pratique ? C'est aussi parce qu'il y a des sanctions sociales très fortes, en fait, qui nous sont mises en permanence. Et c'est coûteux socialement de mettre en pratique la solidarité avec les autres animaux. Et cette solidarité, elle est empêchée. C'est le titre d'un article
d'Axel Peyus-Bror, qui est une super théoricienne et penseuse de l'antispécisme. Et elle a écrit ça, la solidarité animale empêchée, où elle montre très bien qu'il y a tout qui est fait si on devient vegan pour qu'on ne le reste pas, en fait. Et ce qui fait que, de fait, il y a plein de végans qui ne le sont plus 2-3 ans plus tard. Parce qu'en fait, c'est coûteux. On va tout de suite nous plaquer ces figures-là. Notre médecin va nous dire qu'on va mourir de carence. Il y a plein de médecins encore qui ont ce genre d'idées reçues complètement fausses et pas du tout au goût du jour de la science. Toute notre famille va nous faire des remarques. On va être ostracisé dans les événements sociaux. Enfin, en fait, il y a tout un tas de trucs qui fait que c'est difficile à maintenir, en fait. Et c'est pas anodin. Ça montre bien, ça révèle le caractère de normes sociales très fortes et structurantes qui est le carnisme, en fait, la consommation d'animaux. Et de ce que tu disais, de la disponibilité au supermarché, etc., aussi, certains aliments, quoi. Voilà, ça c'est l'offre alimentaire, mais l'environnement alimentaire comprend aussi cette norme sociale, cette pression sociale que tu as et qui te maintient en consommant des produits d'origine animale. Tellement d'autres questions pour vous. Alors je vais essayer, on va essayer de ne pas faire trop long. Je voulais te demander, Brigitte, vous avez publié depuis 2008 une centaine d'enquêtes vidéo sur les coulisses de l'élevage en France. Torture, exploitation insalubre, conditions de mise à mort d'une cruauté sans nom. Ça concerne les animaux ou du lait achetés par de grands groupes agro-industriels, par exemple. Donc c'est pas que les animaux, c'est l'élevage. Donc l'élevage, on a des vaches, on enlève les veaux et puis on continue de les inséminer pour faire du lait et du fromage. Depuis 15 ans, est-ce qu'avec L214, vous avez observé des conséquences plus positives? Parce que, en fait, vous faites des procès, il y a des amendes, des fermetures d'élevage. Moi, j'ai l'impression, vu que je vous suis, de voir qu'il y a davantage de fermetures, par exemple, d'élevage, des élevages que vous pointez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un effet peut-être médiatique parce que vous êtes plus médiatisé qu'avant? C'est une bonne question. Je pense que, on existe depuis 15 ans et du coup, on montre un certain nombre de choses. On porte plainte contre les exploitations qu'on montre, que ce soit des abattoirs ou des élevages, et les procureurs, enfin les parquets, n'étaient pas forcément pressés de se saisir de ces questions. Et de plus en plus, les magistrats sont sensibles à la question animale. Mais je pense que c'est peut-être ce à quoi on a contribué, c'est-à-dire de mettre la question des autres animaux dans le débat public, et que ça ne reste pas juste les animaux qui vivent avec nous, les chiens, les chats, éventuellement les chevaux, mais que quand on parle de défendre les animaux, on parle aussi des animaux les plus exploités finalement. On a encore un petit peu de mal à montrer des images sur ce qui se passe pour les animaux aquatiques. C'est difficile, c'est très difficile. Mais en tout cas, pour les animaux terrestres, effectivement, on voit une évolution dans leur prise en compte avec des condamnations, et y compris sur des pratiques qui sont systémiques. Par exemple, on a obtenu la condamnation de plusieurs élevages de cochons pour la coupe systématique des queues, qui est pratiquée par l'ensemble des élevages en France, voire en Europe. Et là, ça montre bien une évolution du regard des magistrats. Donc on voit comme ça, ça ne change pas la vie des animaux. Il y a des élevages qui ferment et tout ça, ou même des abattoirs, provisoirement, à plus long terme, ça fait des vrais blocages. Mais on va pas se mentir, la consommation de viande, elle reste quand même extrêmement élevée. Elle n'est pas passée à zéro. Et donc, tant que ça c'est pas fait, Et même, on voit que c'est grippé et qu'on n'arrive pas. Alors, on fait reculer des pratiques les pires. Ça, on y arrive sur les élevages de poules pondeuses, par exemple. Quand on a commencé nos campagnes, 80% des poules pondeuses étaient dans des cages en 2008. Ce chiffre, il est descendu, il est à un quart à peu près aujourd'hui. Donc c'est moins pire pour les poules, parce que vraiment c'était une des formes les pires d'existence. On a aussi des demandes en ce qui concerne les poulets. Ça fait diminuer de 80% des souffrances que si nous on ressentait les mêmes choses, on aurait envie de mettre fin à nos jours. Donc vraiment c'est des souffrances intenses. Et on a une demande similaire pour les cochons. Et là, nous, on est en train d'orienter notre activité en disant il faut absolument qu'on arrive à faire baisser le nombre d'animaux qui sont tués pour la consommation alimentaire française. Donc on compte aussi les importations, parce que là, tu as dit 1 milliard d'animaux par an. En fait, si on compte aussi les importations,
Et les 2 poulets sur exportations, c'est 3 consommés en 1,2. France sont importés déjà, Voilà, il faut le c'est ça. dire. Donc c'est ça. Donc on est à 1,2 milliard en réalité d'animaux terrestres. Juste les animaux terrestres, ça compte même pas les autres Les les crevettes de animaux Madagascar. aquatiques, par exemple. Et donc vraiment, il y a quelque chose de là-dessus. Donc on voit les entreprises qui bougent. Alors au niveau politique, bon, on le voit quand même. S'il faut reconnaître qu'au niveau local, ça bouge. Au niveau local, ça bouge notamment par les repas qui sont servis dans les cantines, où nous, on porte alors plein de demandes, mais 2 très fortes, celles qui sont notées avec le plus de points, c'est vraiment dans les marchés publics, ne pas, mettre une clause pour ne pas avoir de produits qui viennent d'élevage intensif, d'animaux qui ont été maintenus en élevage intensif, et les repas végés. Faire augmenter, alors, dans la plupart des cas, c'est des repas végétariens, et les mairies nous disent on manque de formation. Oui, en fait, dans la loi Egalim, il y avait déjà des objectifs qui ne sont absolument pas respectés. On fera un épisode sur la restauration collective. Les restaurations collectives, on aura l'occasion aussi d'en parler, mais c'est vrai qu'on est déjà très très loin des objectifs de la loi Egalim pour 2025. Les repas végétariens, c'est une paille, c'est vraiment respecté, pas grand-chose en termes de ville. Est-ce que parce que vous, c'est beaucoup de lanceurs d'alerte qui travaillent aussi dans les élevages et les abattoirs, qui permettent de pouvoir filmer à l'intérieur, j'imagine. Est-ce que vous avez de plus en plus de gens qui travaillent dans ce système-là et qui n'en peuvent plus et qui, du coup, vous disent « Bon, moi, j'ai envie de vous montrer la réalité du quotidien des animaux dans l'abattoir X, l'élevage Y ». Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens, justement, qui vous sollicitent ? Oui. Ouais. On doit être entre 5 et 10 signalements par semaine. Ah oui, quand même. Ouais, c'est juste énorme. Ah ouais. Et là, tu parles de personnes qui peuvent travailler dans ces lieux. On peut parler aussi de personnes qui viennent des services vétérinaires eux-mêmes. On peut parler de l'entourage. Tu viens changer une ampoule. Et tu dis, mais c'est quoi cet endroit ? Où est-ce que je suis tombée ? Énorme, 5 à 10 par semaine. C'est 5 à 10 par semaine. Moi, j'ai eu un appel assez... je l'ai retenu, du coup. C'était un producteur de pommes de terre qui est venu... Je lui dis, mais nous, c'est les animaux. Il dit, en fait, ce que vous racontez, notamment sur la contractualisation, le sort qui est fait aussi, parce que là, évidemment, nous, notre point d'entrée, c'est la question des autres animaux, ce qui est fait aux autres animaux, mais les éleveurs, eux, sont aussi tenus par un système. Le système, il maintient les gens dans ce truc-là. Et lui, il dit, nous, on a les mêmes problématiques de contractualisation, c'est-à-dire qu'on écrit les dettes, on ne peut pas sortir parce qu'on est tenu par les coopératives, par les syndicats, par les banques. Et il disait, est-ce que vous ne voulez pas étendre votre activité ? Et ça me permet de répondre à une question que j'ai vue passer sur la sentience des plantes. Il y a plein de bonnes réponses. Et juste, si vraiment on est convaincu que les plantes souffrent, ce qui n'est pas démontré aujourd'hui par la science en tout cas, mais si on a cette croyance-là, eh bien on ne mange pas d'animaux non plus, puisque ça fait consommer bien plus de plantes quand on mange les animaux. L'élevage, c'est du gaspillage, en fait. Il faut le matraquer. Non, mais c'est vrai. En fait, toute l'énergie et les nutriments viennent des plantes, et on utilise une espèce d'unité de conversion qui nous en donne moins à la fin. Et en plus, on réduit l'unité de conversion qui est en fait un être sentient qui n'avait pas envie de mourir et d'être utilisé pour ça. Mais ça n'a vraiment pas de sens, en fait, ce système. Oui, et puis j'ai évité de vous faire l'argument du cri de la carotte, parce que je pense qu'on est quand même... il y a des choses plus intéressantes à dire que le cri de la carotte. On a... Et pourtant, il faut encore le débunker. Mais bien sûr, mais... Malheureusement, on n'a pas le temps et je voudrais vraiment qu'on parle convergence des luttes aussi et politique dans cette émission. Donc, j'ai juste une question avant, rapidement, parce qu'on n'a quand même pas trop parlé des lobbies. Mais on a dit le mot flexitarien. Donc, je le rappelais, il y a une infime partie de la population qui est végane ou végétarienne en France aujourd'hui, entre 1 et 4%. On continue de diaboliser, de ridiculiser les penseurs, les penseuses, les militants, les militantes antispécistes, alors que les lobbies de la viande, notamment Interbev, on en parlait, donc l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes, ils sont un peu partout, ils ont leur ronde serviette dans toutes les émissions possibles, imaginables, dans les médias mainstream en tout cas, dans le débat public, ils occupent le terrain. Salon de l'agriculture, mais aussi établissements scolaires, où ils viennent avec des brochures, ils font des conférences, etc.
On a parlé des multiples tentatives infructueuses d'interdire l'appellation steak de soja, nuggets de soja ou de seitan. C'est juste pour exister médiatiquement. On sait qu'en fait, l'Europe à chaque fois les déboute. Ou les campagnes de pub justement sur le flexitarisme. Et tu m'as parlé aussi, en préparant l'émission, de néocarnisme, et je pense que les deux se recoupent. Est-ce que pour vous, la manière dont réagissent les lobbies, notamment avec des campagnes de pub récentes sur, en gros, manger de la viande, c'est lutter, enfin j'ai vu des trucs complètement délirants, le mot flexitarisme, qui est un mot inventé par les lobbies de la viande pour justement aménager un peu sa conscience, est-ce que ça c'est la preuve? Est-ce que c'est une forme de backlash pour vous, de retour de bâton? Est-ce que c'est la preuve qu'ils flippent un peu, ils ont un peu les fesses qui claquent parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus de gens peut-être qui se posent la question et que vous avez une existence médiatique qui est quand même supérieure à celle que vous aviez encore il y a 10 ans, quoi. Tu veux commencer? Oui, enfin on peut le prendre comme ça. Hein. C'est plutôt signe que la question avance et qu'il faut mettre des forces de résistance en face qui sont de plus en plus importantes. Avant, ils faisaient de la pub pour se piquer des parts de marché entre eux. Aujourd'hui, ça va plutôt se tourner justement pour pas perdre des consommateurs nets. Oui, carrément. Et ça se matérialise de ce côté-là, donc en offensive marketing. Et puis, de l'autre côté, nous, on sent bien les procédures juridiques et autres qui sont de plus en plus intenses. Donc, pour le coup, ils arrivent à être sur tous les terrains. Victor. Ce qui est intéressant, dans la prolongation de ce que tu dis, Brigitte, c'est que ce type de nouveau discours qu'on voit émerger, notamment propulsé par les industries, typiquement le flexitarisme c'en est un, ou plein des arguments qu'on a entendus, c'est un peu quelque chose de nouveau à l'échelle quand même des dernières décennies. Avant, il y avait une telle évidence sur le fait de consommer les autres animaux qu'il n'y avait même pas besoin de le justifier vraiment. Il n'y avait pas besoin de développer plein d'éléments idéologiques pour qu'on ait des croyances auxquelles se raccrocher qui nous confortent, parce qu'on était tellement confortés dans notre supériorité totale et dans l'infériorité absolue et abjecte des autres animaux qu'on n'avait pas tant besoin de le justifier que ça. C'était complètement normalisé, une évidence. Un signe de l'avancée très relative du mouvement antispéciste et de nos arguments, ou du moins d'une prise de conscience globale et d'une montée en considération pour les autres animaux, qui là est quand même réelle, même si elle ne se vérifie pas toujours dans les pratiques et dans la consommation, mais en tout cas la considération pour les autres animaux, elle augmente globalement. Un signe de ça, c'est qu'en retour, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'un backlash, ou en tout cas d'un renouveau idéologique du carnisme. Donc on l'a dit, le carnisme, c'est l'idéologie qui légitime et qui justifie la consommation d'autres animaux, plus largement leur exploitation. Et Mélanie Joy, toujours la même psychologue et penseuse, 10 ans plus tard, 10 ans après avoir créé le terme de carnisme, en 2011, elle a théorisé le terme de néocarnisme, qui est justement ce renouveau de l'idéologie carniste, qui prend de nouvelles formes et qui passe du mode de l'évidence au mode de la justification explicite. En fait, vu qu'on a un peu avancé et qu'on fait valoir des bons arguments pour une meilleure considération pour les autres animaux, ils sont obligés de produire des nouveaux discours en face qui viennent nous nous reconforter dans notre dissonance cognitive ou dans notre domination ou dans nos pratiques. Et du coup, il y a plein de petits discours comme ça qu'on voit émerger, qui même des fois se prétendent animalistes, et c'est là où c'est intéressant de faire bien la distinction entre animalisme et antispécisme, parce qu'il y a plein de discours médiatiques sur le rapport au vivant, typiquement. Ça, c'est un des discours qui est produit, où on va dire qu'il faut se reconnecter au vivant, mais changeons rien, on continue de les bouffer, mais juste on le fait avec plus de considération et d'égards ajustés. Quelqu'un comme Baptiste Morisot, par exemple, c'est un producteur de cette idéologie-là, qui vient prétendre parler des animaux, et qui, en fait, in fine, justifie le statu quo actuel vis-à-vis de l'oppression des autres animaux. Mais qui le fait sous des atours de parler quand même des autres animaux. Pareil, tout le discours des petits élevages, ce serait vertueux, c'est fait dans le respect, c'est différent, c'est complètement différent en essence de l'élevage industriel. C'est vrai que c'est très différent en termes d'échelle et tout, mais il y a une grosse partie des violences et des traitements qui sont communs, en fait. Et je veux dire, ça a pour but d'établir une dichotomie qui est en fait une différence, pas de nature, mais juste d'échelle, entre les petits élevages et l'élevage industriel qui a explosé dernièrement et qui rend horrible les formes d'imposition de souffrance, et puis du coup c'est fait en masse. Mais en fait, le principe de l'élevage demeure le même. Le principe de se dire on va élever des individus, tout contrôler de leur vie, choisir quand ils naissent, choisir de quelle génétique ils dépendent, parce qu'en fait ils sont sélectionnés génétiquement du fait de la domestication pour être les plus productifs possibles, même pour les petits élevages c'est le cas, et on va choisir du moment de leur mort. En fait, tous ces principes-là, qui est en fait la domination totale qu'on a sur les autres animaux, ça reste en fait. Mais ces nouveaux discours vont essayer de venir nous conforter, de sauver au moins le principe de l'élevage en général,
Et puis après, comme on est conforté, comme on se dit, oh bah il y a des petits élevages, bah, on va pas voir que 95%, enfin bon, 80%, mais ça dépend pour les porcs, c'est 95%. En fait, c'est encore de l'élevage industriel. Et puis c'est justifier une pratique hyper minoritaire va permettre de justifier l'ensemble, en fait, va sauver l'élevage dans son ensemble. Et ça permet aussi de conforter une certaine classe sociale qui a les moyens de se payer justement des viandes qui ne sont pas issues d'élevage intensif et qui vont dire « moi je ne mange de la viande qu'au restaurant ». Car c'est plus vertueux, je sais que tel chef va... Je connais le nom de la vache, enfin bon, bref, avec il y a le nom du producteur, de l'éleveur sur le menu, je sais que c'est un petit élevage en Champagne ou je ne sais quoi, etc. Donc ça produit aussi de la domination de classe et une manière d'enfoncer des classes populaires qui n'ont pas les moyens qui mangent de la viande et qui n'ont pas les moyens de manger d'autres types de viande que celles issues d'élevage ou bien des viandes importées. On parlait de la volaille tout à l'heure, donc ça produit encore aussi de la domination de ce point de vue-là. On n'aura pas le temps de parler de Déméter, mais peut-être qu'on pourra mettre un lien dessus. C'est la cellule Déméter L214. Malheureusement, le 7 novembre, si vous pouvez taper les mots-clés sur Google, L214, cellule Déméter, 7 novembre, il y a des articles super intéressants sur le sujet, parce que je voudrais vraiment qu'on termine en parlant de la convergence des luttes et de comment la gauche ne se saisit toujours pas des questions antispécistes. Donc la convergence des luttes, c'est le fait de se rejoindre des luttes qui ont l'air différentes mais qui sont proches, en créant des alliances pertinentes, par exemple entre écologistes, féministes, décolonialistes, antispécistes, antivalidistes. Donc moi j'ai l'impression quand même que le camp progressiste, la gauche pour le dire de façon un peu caricaturale, laisse complètement de côté la question soit animaliste, soit antispéciste. Alors que, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est Florence dans le chat, le RN, par Bardella, qualifie l'antispécisme de menace civilisationnelle. Et le met dans la case wokisme. Et avec évidemment, toutes les autres on ne peut plus rien dire, donc on ne ouais. peut plus, voilà. Bon, ça c'est les woke. Donc j'ai vraiment l'impression que la gauche a laissé complètement de côté cette question et que du coup ça laisse un boulevard à l'extrême droite et à la droite, et à certaines autres gauches aussi, de s'en emparer pour en faire une menace. Pourquoi est-ce que mon constat est biaisé? Est-ce qu'en fait, non, la gauche s'en empare un peu? Et si c'est pas le cas, pourquoi, en fait, la gauche n'a pas décidé de s'emparer de cette question antispéciste? Et ça, c'est hyper frustrant que nos ennemis politiques absolus, c'est-à-dire l'extrême droite, aient mieux identifié que nos alliés à gauche à quel point les émancipations vont ensemble, à quel point les oppressions vont ensemble, et du coup, les émancipations aussi. C'est-à-dire que eux, ils ont mis le véganisme et l'antispécisme dans la case wokisme, avec le féminisme, avec l'antiracisme, avec toutes les luttes d'émancipation. Et pourtant, la gauche, qui elle devrait se dire en face, bah effectivement, il y a de l'émancipation dans l'antispécisme, et puis peut-être on va pas revéhiculer une oppression en plus de toutes les autres, ou du moins c'est à minima, on va dire qu'il faut lutter contre, ce serait déjà un début, tu vois, pour échanger. Et même ça, en fait, on l'obtient pas. C'est fou à quel point il y a un double standard qui est maintenu dans la gauche qu'on pourrait dire spéciste en fait, mais qui est la gauche majoritaire. Je veux dire, à gauche, on peine à trouver, il y en a un, et c'est quand même plus à gauche qu'on les trouve, des espaces qui font exister la question animale et antispéciste. Il y a quelques figures incroyables qui arrivent à non seulement la faire émerger, mais en plus la théoriser de façon incroyable. Je pense à Kauter Archi, et montrer que c'est pas juste une convergence des luttes, mais que c'est vraiment une coproduction des dominations, et qu'en fait, elle a dit qu'elle est venue à la question animale en tirant les fils de toutes les autres dominations qu'elle étudiait, qu'elle analysait, et en voyant les animaux surgir à chaque fois dans cette histoire-là. Oui, elle parle d'un ordre zoosocial. Exactement. Qui allie classe, race, genre, capitalisme. Quoi. Pour décrire cette imbrication finalement des systèmes de domination, en disant il y a toujours la question aussi animale derrière, imbriqué avec les autres questions. Et en fait, on peut faire le voyage dans les deux sens. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai aussi fait dans l'autre sens, par le prisme de la question antispéciste. Au fil des épisodes de Comme un poisson dans l'eau, on voit émerger quasiment toutes les questions sociales. Et c'est pas comment dire, c'est pas arbitraire ou c'est pas superficiel. C'est vraiment parce que c'est lié. Enfin, je pense que l'épisode avec toi, c'était un des épisodes où on traçait justement tous les liens entre la domination spéciste et les autres rapports de domination. Notamment à travers le genre. Voilà, tu le diras bien mieux que moi, et tu as écrit 2 livres sur la question auxquels je renvoie les auditeurs et auditrices. Je t'en remercie. Et l'épisode de Comme un poisson dans l'eau. Mais c'est pas anodin en fait que ces liens émergent, mais ils continuent d'être complètement niés ou savamment ignorés par tout le reste de la gauche. Mais même les écolos, c'est-à-dire que même ELV, en fait, même quand Sandrine Rousseau parle justement des liens entre genre et viande, et qu'elle parle des recommandations sanitaires, environnementales, de tout ce qui est délétère, en fait, elle ne s'empare pas non plus. Alors, je ne vais pas cibler Rousseau parce que, mon Dieu, elle a déjà été assez ciblée comme ça, mais effectivement, c'est une des seules, elle se dit écoféministe, c'est une des seules qui s'empare aussi de ces questions-là, qui essaye justement de faire converger certaines luttes. À gauche, chez les Verts, on a des gens qui font converger certaines luttes, mais
l'antispécisme reste un tabou absolu, en fait. Est-ce que c'est quoi? C'est une question de clientélisme? C'est une question de, justement, de carrière politique? Ah bah c'est clair que c'est pas vendeur, hein, politiquement pour le moment, de porter la question animale, de porter la justice et l'égalité animale dans une société qui est incroyablement spéciste et où c'est très coûteux, on l'a dit, ne serait-ce que d'essayer d'être végane, même quand c'est un peu dans son coin. Bah oui, politiquement, je pense qu'il calcule en termes de coûts, mais que aussi il y a peu de personnes qui sont convaincues par la question, en fait. Je ne sais pas s'il y a juste une question de coût ou si c'est aussi c'est une question qui, encore malheureusement, elle arrive dans le débat public. Alors la question du traitement des animaux arrive dans le débat public, mais la question du spécisme, pas du tout. Et donc je pense que c'est encore... c'est des notions qui sont absolument pas maîtrisées. Ça demande du boulot, quoi, quelque part, d'y aller. Après, il y a quelques élus isolés qui se sont saisis des questions, mais isolés, quoi. Et donc ça fait pas système. Voilà, très Ça bon, ne fait ouais. pas système. Le mot de la fin, système. Bon, on aurait pu parler encore des heures et des heures. Je vous renvoie vers L114 et vers les podcasts de Victor, Comme un poisson dans l'eau. Là, pour le coup, vous allez en avoir parce qu'il y a, je sais pas combien, tu as combien d'épisodes aujourd'hui? 70, plus de 70. Voilà. Et alors, comme tu dis, il y a tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est très exhaustif. Donc, il y a vraiment énormément de réponses à vos questions et de nouvelles questions que vous vous poserez. Pourquoi je regarde l'écran quand je parle? La caméra est là. Les gens sont là, mais la caméra est là. Merci à tout le monde. Toutes les questions, il y a eu beaucoup de débats, plus ou moins dans le respect, si j'ai cru comprendre sur la fin. Des gens que les mots en isme font saigner des oreilles. Alors moi, ils me font saigner quand ils sont récupérés par l'extrême droite, mais bon, chacun son truc. Je voulais juste donc rappeler le livre de Kautar Archi, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ouais. Donc, il s'appelle Ainsi l'animal et nous, sorti en septembre dernier chez Actes Sud. Et il y a un livre culte qui est réédité en janvier, le 24 janvier, au Passager clandestin, qui est le livre de Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande, que je vous recommande, mais alors à un point pas possible, de lire, traduit donc par Daniel Petitclerc. C'est un livre, moi, qui m'a vraiment fait un peu... J'ai eu des épiphanies en le lisant pour écrire mes livres, et je cite Carol J. Adams dedans. Petit disclaimer, j'ai écrit la préface donc, de cette réédition, j'en suis très honorée et très fière. Donc voilà, il y a ces deux bouquins. Je peux en profiter pour rapidement recommander un livre. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu fais que bien j'ai de me le offert dire. à David, qui est le livre pour moi, qui est la meilleure porte d'entrée sur l'antispécisme, c'est Solidarité animale, écrit par Axel Plius-Broch, dont j'ai parlé plus tôt, et Yves Bonardel. C'est vraiment, c'est court, ça se lit bien, il y a plein d'encadrés, et ça fait le tour de toute la question antispéciste de façon accessible et bien avec un prisme de gauche, en fait, pour en parler aussi comme le système de pression que c'est. David me disait, genre de le mettre dans le champ. Voilà. J'espère que c'est fait et que c'est clair et que c'est bon. Je le montre aussi, regarde. C'est chez La Découverte, Solidarité animale. Merci beaucoup. Merci Brigitte Gauthier. Merci Victor Durand-Lepeuple. Et merci à tout le monde. Il est tard, je vous laisse. Offrez des livres, adonnez-vous, adonnez les gens. À bientôt sur Au Poste et dans Bouffe de là. Bye. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.